jusqu'au jour où, d'un côté, je commençais à moins aimer ce que je faisais. Difficile de penser que diriger une entreprise, c'est routinier, mais il y a quand même une forme de routine, les réunions, les forecasts, les budgets, les je sais pas quoi. Et puis, de plus en plus, ce sentiment que il fallait pas que je passe ma vie à faire ça. Et cette petite musique sur ma passion d'adolescent, d'avocat pénaliste qui remontait, jusqu'au jour où il y a une combinaison de choses qui sont à la fois cette routine qui faisait que j'étais moins heureux, j'étais en conflit avec mon patron, qui était aussi un ami avec qui j'avais fait mes études, mais on n'était plus d'accord sur grand-chose. Toujours est-il que, à un moment, tout ça s'est combiné, donc je suis parti et me suis dit, maintenant, je veux être avocat, mais je savais que je ne pouvais pas le décider comme ça sur le coin d'une table, puisque c'est une profession réglementée qui nécessite toute une série de diplômes dont j'avais pas le premier, mais je vais me lancer dans cette aventure et c'est ce que j'ai fait. Bienvenue sur Pourquoi pas moi. Je suis Charlotte Desrosiers-Natral, la fondatrice de Pourquoi pas moi, l'auteure de Et si je changeais de métier et la créatrice d'un bilan de compétences nouvelle génération. Trouvez ma mission de vie et écoutez ma petite voix. Finançable à 100% avec votre CPF. Grâce à des témoignages sans coupe, découvrez les véritables coulisses de ceux qui ont écouté leur petite voix. Pourquoi pas moi, le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Avant de vous parler de François, j'ai une très bonne nouvelle. Comme vous le savez, il y a certaines questions que je pose à chacun de mes invités, dont celle « Quel est le conseil que tu aurais aimé recevoir ?» J'ai compilé plus de 70 réponses de mes invités dans un joli e-book. Je suis très heureuse de vous l'offrir lors de votre inscription à la newsletter de Pourquoi pas moi. Vous trouverez le lien dans les notes de l'épisode. Place à François. François est un homme qui force le respect, à la fois par son parcours, son humilité et le partage de sa vulnérabilité. Il est une fois encore la preuve que quand on est à sa place, la vie nous fait des appels du pied de plus en plus forts. Suite à des brillantes études, à Centrale Supélec puis Sciences Po, il commence sa carrière chez IBM avant d'être chassé pour prendre son premier poste de dirigeant d'entreprise. Il enchaîne les postes, dont celui de CEO France de Capgemini. À 50 ans, alors que la vie lui fait un appel du pied, il décide de réaliser son rêve d'enfant. Il reprend ses études pour devenir avocat. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de François Mazon. Bonjour François. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous parler de l'objet que vous avez choisi pour vous présenter, s'il vous plaît ? Oui, je suis venu, d'ailleurs je l'ai acheté ce matin avec le journal Le Monde, parce que je suis littéralement un drogué de journaux. Depuis que j'ai 14-15 ans, je lis tous les jours 2 ou 3 quotidiens et je les lis en format papier. C'est-à-dire que moi, je ne sais pas les lire sur un téléphone ou sur un ordinateur. Notamment parce que pour moi, c'est lié au café du matin. C'est-à-dire que c'est un lieu, c'est une atmosphère, et on étend son journal. J'ai acquis une technique assez poussée sur lire le journal en plein Mistral, ce qui est pas facile quand on lit un journal en papier, justement. Mais voilà, c'est vraiment, quand vous m'avez demandé d'apporter un objet, j'ai réfléchi, je me suis dit, l'objet dont je ne peux pas me passer, vraiment dont je ne peux pas. J'ai vécu au Japon pendant 4 ans, mais il y a plus de 30 ans. Il n'y avait pas d'internet et je m'étais abonné à ce moment-là, c'était au Monde et à Libération. Je les recevais tous les jours avec 4 jours de retard, mais c'était un vrai plaisir chaque matin d'ouvrir l'enveloppe et de lire le programme télé que je ne verrai jamais des 5 jours précédents, parce qu'encore une fois à cette époque, ça paraît il y a longtemps, mais la télévision, quand on avait raté une émission, on la revoyait pas. Donc voilà, mais je ne peux pas vivre sans journal papier. Et est-ce que vous pouvez nous raconter d'où vous venez, où est-ce que vous avez grandi ? J'ai grandi, moi je suis né en Algérie, j'ai vécu les 6 premières années de ma vie à Casablanca au Maroc. Mon père était expatrié, enfin on n'est pas ce qu'on appelle des pieds noirs, mais mon père travaillait pour une grande compagnie pétrolière américaine, d'abord en Algérie, ensuite au Maroc. Je me souviens absolument pas d'Algérie, si ce n'est que j'y suis retourné avec ma maman il y a pas très longtemps. Mon père est décédé pour mes 60 ans, c'était très émouvant. Et au Maroc, et je me souviens un petit peu du Maroc, et puis ensuite en région parisienne. Voilà, j'ai 4 frères et sœurs, une famille nombreuse, voilà. Et quel type de petit garçon vous étiez ? Je pense que j'étais un petit garçon
un peu, et je le suis toujours un peu, même si les gens ont du mal à le croire, mais assez introverti, assez réservé, très timide, plutôt curieux. Je crois que j'ai toujours été curieux. Je l'étais déjà à ce moment-là, et assez soucieux de bien faire les choses. Donc voilà, j'étais un bon élève, sérieux, introverti, mais avec quand même beaucoup d'imagination. Et à cette époque-là, qu'est-ce que vous rêviez? Vous disiez, ah, quand je serai grand? Je sais pas, quand j'étais tout petit, enfin, je sais que ma mère me disait toujours que je rêvais d'être éboueur. C'était très possible, mais je pense qu'il y a beaucoup de petits garçons qui rêvent d'être éboueur. C'était le côté, je monte sur le camion en marche. Enfin, ça, c'est un truc, je me souviens très bien. Et d'ailleurs, ils le font encore. Alors maintenant, on les appelle les rippers. J'ai vu ça puisque j'ai des dossiers aujourd'hui au pénal où il y a des rippers. Voilà, de pompiers, éboueurs, tous ces métiers qui fascine les petits garçons parce qu'on bouge, parce qu'on est dehors, parce qu'on monte sur un camion en marche. Et puis assez vite, mais pas quand j'avais 5-6 ans, plutôt quand j'avais, je pense, 13-14 ans, quand je suis devenu adolescent, j'étais fasciné par le métier que je fais maintenant, c'est-à-dire le métier d'avocat pénaliste. Mais par contre, c'est pas la voie que vous avez choisie. Non, c'est pas du tout la voie que j'ai choisie, puisqu'ensuite j'ai fait maths sup, maths spé, l'école centrale, Sciences Po, donc une formation, j'allais dire assez classique, quand même très teintée de sciences dures, c'est-à-dire de mathématiques et de physique. Mais j'étais aussi passionné par les maths. J'ai toujours adoré les maths. Et que je trouve d'ailleurs très très poétique, hein, quand on à la différence pour moi de la physique, c'est-à-dire les maths, il y a quelque chose de poétique, de très conceptuel, donc j'aimais beaucoup ça. Et quand on aimait les maths à mon époque, je sais pas si ça a beaucoup changé d'ailleurs, on fait pas de droit. Oh, toujours. Je pense que c'est un peu même toujours quand on le cas. n'aime pas les maths, il faut toujours faire des maths en ce moment. Ouais, faire des maths, mais enfin moi de mon temps où les sections s'appelaient ABCD, hein, c'était ceux qui faisaient du droit, ils faisaient plutôt des terminales A, B c'était l'économie, C c'était les maths et D c'était la médecine, et donc un élève de terminale C, je pense que personne n'allait à la faculté de droit, donc j'ai pas du tout suivi cette trajectoire. Et donc après, j'ai eu une carrière classique dans l'entreprise. Et au moment où vous avez, vous vouliez faire ce métier d'avocat, et le moment où vous avez choisi du coup la voie scientifique, comment votre entourage il a réagi? Oh ben non, mon entourage, il a trouvé ça tout à fait normal. C'est-à-dire que la question se posait même pas. Je pense que cette fascination pour le métier de l'avocat pénaliste, c'est quelque chose que j'avais en moi. Je passais pas mes journées à expliquer que c'était mon rêve et à tenter des plaidoiries le soir à la maison. Donc c'était une espèce de passion intérieure qui était pas vraiment exprimée. D'ailleurs, je me suis toujours posé la question d'où elle venait. Je pense que elle venait certainement de livres, de films, de choses qui vous nourrissent à cet âge-là. Et je dis souvent d'ailleurs qu'un des films qui m'a le plus marqué, c'est un film dans lequel il n'y a pas d'avocat, qui est 12 hommes en colère. 12 hommes en colère, c'est un film magnifique où il y a 12 jurés, c'est un huis clos parfait, qui délibèrent après un procès aux États-Unis, hein, donc il n'y a pas de magistrat professionnel, il y a juste 12 jurés. Mais finalement, puisque sans spoiler ce film, ceux qui l'ont pas vu devraient le voir, il est absolument extraordinaire. Il y a un personnage qui fait changer d'avis les 11 autres, hein, qui est Henri Fonda et qui est un avocat. D'une certaine façon, son comportement dans cette discussion et le comportement qu'aurait pu avoir un avocat devant 11 jurés qu'il aurait dû convaincre. Et donc, même s'il n'y a pas de personnage de l'avocat, ce côté, moi, ce que j'aime dans ce métier, c'est convaincre, hein, c'est convaincre avec des mots, c'est convaincre avec du rationnel et d'irrationnel, du logos et du pathos. Et je trouve que dans ce film, encore une fois, sans avocat, le personnage d'Henri Fonda le représente assez bien. Puis probablement tout un tas d'autres films et de livres. Moi, j'avais pas dans ma famille d'avocats, en tous les cas pas proches. J'en ai quelques-uns, mais vraiment pas proches. Donc c'est plus une construction intellectuelle. Avec une vision, je la revendique, très romantique de l'avocat, celui qui se dresse pour protéger celui que toute la
la société AQ, celui qui encore une fois qui défend ce bouclier, enfin toute cette image un peu romantique de l'avocat. Et donc je ne l'exprimais pas, donc ça veut dire que ça n'a choqué absolument personne que je fasse des études scientifiques. Ouais. Ça aurait choqué tout le monde si j'avais dit je veux faire du droit, ça c'est sûr. Ouais. Et donc là, du coup, vous disiez, vous avez fait donc Centrale Paris et vous avez continué avec Sciences Po. Oui. Pourquoi ? Parce que je dis souvent que quand je regarde mes études, je les ai faites du moins passionnant pour moi au plus passionnant. C'est-à-dire que votre question est intéressante, je l'avais jamais prise comme ça, mais je pense que en allant à Sciences Po après Centrale, je commençais à me rapprocher un peu de finalement ce qui m'intéressait le plus, c'est-à-dire une matière plus intellectuelle, plus littéraire. Et effectivement, j'ai ressenti le besoin quand j'ai fini Centrale. En plus, moi, j'ai fait une option physique nucléaire, donc quelque chose qui est très très technique, passionnant. Hein. Je regrette absolument pas. Je trouvais ça absolument passionnant, mais qui ne me donnait pas envie d'y passer toute ma vie. Et donc, il y avait la possibilité de rentrer à Sciences Po. Enfin, tout ça a beaucoup changé. Hein. À ce moment-là, il y avait une année préparatoire. On pouvait rentrer directement en deuxième année avec un diplôme d'ingénieur que j'avais. Mais enfin, il y avait quand même un examen. Hein. C'était pas du tout automatique, loin de là. Et je m'étais dit, tiens, ça va être pour moi la possibilité, après avoir fait cette école d'ingénieur, de me rapprocher de ce qui me passionne, des choses plus effectivement de l'économie, de un peu de droit, mais très peu. Et pour la petite histoire, parce que c'est amusant, j'ai préparé moi cet examen pour Sciences Po en faisant mon service militaire, parce qu'à ce moment-là il y avait encore le service militaire, donc j'ai fait un service militaire scientifique, c'est-à-dire que à ce moment-là c'était 3 mois comme soldat et ensuite 13 mois comme ingénieur. Donc moi je l'ai fait au commissariat à l'énergie atomique et les 3 mois comme soldat, je les ai fait en Allemagne. On avait encore des garnisons en Allemagne, 2e classe, hein, vraiment au tout début de la hiérarchie militaire. Et je me souviens très bien, c'est amusant parce que le bouquin de référence pour préparer Sciences Po à ce moment-là, en économie, parce que moi j'avais pas vraiment fait d'économie à Centrale, c'était le Raymond Barre. Hein. Raymond Barre, qui était Premier ministre, avait écrit un bouquin qui était très réputé et qui avait une taille absolument parfaite pour entrer dans un treillis. Donc moi, j'ai passé ma vie en treillis, hein, j'étais soldat. On faisait des espèces de simulations de combat avec des grenades à plâtre, des choses comme ça. Enfin, et j'avais dans mon treillis le gros bouquin de Raymond Barre. Et de temps en temps, quand on était planqué dans un buisson, j'ouvrais mon bouquin et j'ai des souvenirs incroyables. Et après, quand j'ai passé l'examen, parce que j'ai passé rue Saint-Guillaume à Sciences Po, je me souvenais de temps en temps de passages que j'avais lus avec des grenades à plâtre qui me passaient au-dessus de la tête. Et donc voilà, donc je l'ai réussi. Donc il y avait un écrit et un oral devant un jury. Et ensuite, donc j'ai passé 2 ans à Sciences Po, parce qu'à ce moment-là, ça se passait comme ça. En faisant une partie, la première année, j'étais en même temps au CEA, donc je travaillais sur l'enrichissement isotopique, la fabrication du matériel, du combustible nucléaire à Saclay. Et comme je ne pouvais pas aller en cours parce que j'étais employé toute la journée comme ingénieur, que la bibliothèque de Sciences Po à ce moment-là était fermée le soir, j'ai passé toutes mes nuits, enfin pas toutes mes nuits, mais quasiment jusqu'à minuit, à Beaubourg, au centre Pompidou, puisque là la bibliothèque était ouverte, bibliothèque à accès public. Et c'est des super souvenirs aussi, ça. Hein. J'avais une journée au CEA à Saclay. Le soir, j'avais souvent des équivalents de TD. Et ensuite, j'allais à Beaubourg travailler. Et l'année suivante, parce que je me suis dit que finalement c'était possible de faire 2 choses en même temps, j'ai fait un stage, je me souviens c'était au Crédit Lyonnais à direction informatique, et en même temps j'ai suivi mes cours à Sciences Po. Et il y en a en même temps, ils passent leur vie étudiante à sortir la nuit et à être en cours le jour. Vous sortiez la nuit, mais pas pour faire la même chose. Voilà, exactement. C'était sur la plage horaire, c'est pareil. Sur le contenu, c'était pas pareil.
Mais j'ai trouvé ça passionnant. J'ai adoré Sciences Po et je dis souvent que j'ai probablement appris au moins autant qu'à Centrale sur ce que j'ai fait ensuite, c'est-à-dire assez vite diriger des entreprises et choses comme ça, parce qu'à Sciences Po on apprend à écrire, on apprend à parler, on apprend à être synthétique, tout un tas de choses qui sont extrêmement importantes quand on travaille dans l'entreprise. Et c'est un super souvenir. Hein. Et là, maintenant, je fais partie du conseil de stratégie de l'école de droit de Sciences Po. Donc, j'y suis retourné il n'y a pas très longtemps dans des locaux absolument incroyables, les nouveaux locaux de Sciences Po dans Paris. Et c'est une école qui m'a beaucoup marqué. Oui. Et quand vous êtes sorti de Sciences Po, du coup, vous aviez une envie particulière comme type de job ou comment ça s'est passé? Non, pas du tout. Mais moi, ma vie, quand je la regarde avec un peu de recul, elle s'est faite vraiment de hasard. Enfin, moi, j'ai jamais eu de plan de carrière, j'ai jamais eu donc en fait, je me laisse un peu guider par la vie et par les événements pour l'instant, mais je pense que j'ai passé la plus grande partie de ma vie derrière moi. Pour l'instant, j'ai pas à m'en plaindre. J'ai fait que des choses, mais vraiment que des choses extraordinaires et à chaque fois sans les avoir anticipées. Et donc en fait non, quand j'ai terminé Sciences Po en 83, l'année de ma naissance. Vous voyez toute la différence. Je me suis dit, il faut que maintenant que je travaille et à ce moment-là, il y avait IBM. IBM faisait des annonces absolument partout. On a oublié ce que c'était, mais IBM, c'était le Google de cette époque. Hein. C'est une boîte qui dominait le monde de l'informatique d'une façon absolument incroyable, puisque le bénéfice d'IBM était supérieur au chiffre d'affaires du deuxième. Hein. Entre le leader et le second, il y avait un écart absolument considérable. Et donc IBM faisait énormément d'annonces dans les journaux, hein, puisqu'à ce moment-là, il n'y avait pas de LinkedIn, de choses comme ça. Et donc je me suis dit, tiens, je vais me tester, puisque j'aurai probablement au moins un entretien. Et finalement, je suis rentré chez IBM. Donc j'ai répondu à une annonce un peu pour voir à quoi ressemblait un entretien d'embauche. Et d'ailleurs, c'était un des premiers virages dans ma vie parce que j'ai répondu à une annonce pour un technico-commercial, parce que moi j'ai fait une école d'ingénieur, donc c'est plutôt technique. Et je me souviens très bien que donc il y avait 3 entretiens, il y avait toute une série de tests qui était une première série d'entretiens. Ensuite, on voyait un premier manager, ensuite un second manager. Et le premier manager que j'ai rencontré m'a dit, mais monsieur, vous vous êtes trompé. Ah bon? Pourquoi je me suis trompé? Mais vous n'êtes pas fait pour être technico-commercial. Ah bon? Alors quoi? Vous êtes fait pour être commercial. Ah non, commercial, vous pensez pas? Moi, j'ai fait des études d'ingénieur. Je vais quand même pas vendre des brosses à dents. Et donc, il m'a expliqué que le métier de commercial, c'était pas du tout ça. Que chez IBM, c'était la voie royale. Et donc j'ai été embauché comme ingénieur commercial et finalement il avait eu du flair parce que je pense que j'étais assez bien fait pour ça et je me suis vraiment éclaté dans ce métier et ensuite j'ai progressé un peu dans cette fonction. Parce que finalement vendre c'est un peu plaider, vendre c'est assez proche finalement. Oui, je pense que c'est même très proche puisque dans les deux cas c'est convaincre, hein, c'est vraiment et c'est convaincre avec des arguments les plus rationnels qui soient. C'est-à-dire que les gens pensent souvent que la vente, c'est vendre du sable aux Bédouins, des glaçons aux Esquimaux. Enfin, ça c'est pas de la vente, c'est de l'escroquerie. La vente, c'est de vendre ce dont un client a besoin. C'est ça qui est fondamental. C'est d'arriver à trouver ce dont un client a besoin et lui vendre. Et donc, ça paraît évident. Ça, c'est pas de la vente, c'est facile s'il en a besoin. Pas du tout. Toute la difficulté, elle est là. Et ça, je l'ai appris chez IBM. Parce que chez IBM, ce qui était incroyable quand on y pense, c'est qu'il y avait une année de formation. C'est-à-dire que vous rentriez chez IBM, il y avait une université IBM et donc il y avait une année de formation. Ça veut dire qu'ils ne commençaient vraiment à utiliser les ingénieurs qui recrutaient qu'un an après leur entrée. Donc ça valait une fortune. Hein. C'est un bel investissement. Mais un investissement colossal. Et j'ai appris là aussi, après Sciences Po, j'ai appris plein de choses. J'ai appris l'entreprise avec comment conduire une réunion, comment faire des slides, comment réagir à des objections, plein de choses qui sont très très utiles professionnellement et notamment toute cette vente complexe qu'on faisait chez IBM, je l'ai apprise là et ensuite je l'ai utilisée toute ma vie et d'une certaine façon effectivement quand on plaide il y a cet exercice de démonstration qui peut réutiliser tout un tas de méthodes qu'on apprend dans la vente complexe. Ouais.
Et donc là, du coup, vous restez chez IBM pendant 3 ans et demi et vous partez après au Japon. Ouais, exactement. Je pars au Japon après, mais là aussi, c'était absolument pas prévu. Hein. Rien n'était prévu. Il se trouve que j'ai été chassé, donc j'étais très impressionné qu'on puisse me proposer un job comme ça en me démarchant au téléphone alors que j'avais 26, 27 ans. Et c'était donc le président d'Econocom qui m'a proposé de rentrer dans son entreprise. Et je me souviens là aussi très bien, je lui ai dit, écoutez, moi je suis très bien chez IBM, hein, tout va bien, c'est passionnant, c'est une super boîte. Et il m'a posé une question que je recommande à chaque recruteur de poser parce qu'elle m'a à la fois déstabilisé, mais elle m'a surtout permis de faire ce que je voulais faire. Il m'a dit, bon, vous me dites que vous êtes très bien chez IBM, mais d'abord vous êtes aujourd'hui en face de moi, donc il y a probablement des raisons pour lesquelles vous êtes là. Et est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous manque dans ce que vous faites aujourd'hui? Et ça, je trouve que c'est une super question. Et j'ai pas beaucoup réfléchi d'ailleurs parce que je savais ce qui me manquait. Je lui dis oui, moi, ce que j'aimerais, c'est travailler à l'étranger. Et je voudrais travailler à l'étranger avant d'avoir 40 ou 45 ans. Je sais que si je reste chez IBM, c'est tout à fait possible. C'est même une des choses qui m'ont fait rentrer chez IBM. C'est une boîte américaine, on peut beaucoup bouger, mais je sais que ça sera pas tout de suite. Et il m'a dit, écoutez, si c'est ça, je vous le propose. Et donc, je lui ai dit, donc je rentre chez vous. Alors que j'étais absolument pas parti pour le faire, mais vraiment pas. Hein. Donc, c'est ça qui est intéressant dans la vie, c'est que de temps en temps, il faut saisir des opportunités. Celle-là, je l'ai saisie. Et effectivement, quelques mois après être rentré, puisque l'idée, c'était que je rentre d'abord en France pour ensuite aller à l'étranger, il m'a dit, écoutez, j'avais pris un engagement vis-à-vis de vous, je le tiens, donc je vous propose de partir au Japon. Et puis en plus, pour un poste de CEO en plus, donc plus de responsabilités, plus d'enjeux, j'imagine, évidemment. Oui. Enfin, au départ, j'étais l'adjoint du CEO. Enfin, c'est une petite structure, hein, devait être une quinzaine, mais enfin, c'est quand même une vraie entreprise à Tokyo. Et je partais pour être l'adjoint du patron qui était japonais. Et mais assez rapidement, quand je suis arrivé sur place, je me suis aperçu que ça fonctionnait pas très bien, que il y avait quand même beaucoup de choses à redire sur la façon dont ce patron dirigeait l'entreprise, voire même des questions plus graves que ça. Et donc assez rapidement, il m'a dit écoutez, très bien, donc on va s'en séparer. C'est vous qui allez devenir le CEO. Et je devais avoir 28 ans dans un pays dans lequel il y a le seniority system, c'est-à-dire que le Japon était à ce moment-là, je suis pas sûr que c'est beaucoup changé, mais enfin à ce moment-là c'était extrêmement important. On progressait avec l'âge, donc il y avait le patron japonais quasiment le plus âgé de son entreprise, donc ce qui était pas, j'avais pas 30 ans et donc voilà, donc j'ai fait ça pendant un peu plus de 3 ans et c'était une expérience extraordinaire. Et quand il vous a proposé ce poste du coup de CEO, comment vous l'avez vécu? Vous avez eu peur? Oui. Enfin, moi, j'ai pas arrêté d'avoir peur à chaque fois qu'on m'a changé de position. Donc, oui, j'ai eu peur. Enfin, c'est ce fameux syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire que on se dit toujours, on n'est pas prêt. Donc, mais là, en l'occurrence, c'était difficile de refuser. J'étais sur place. C'était ça ou rien. Et par ailleurs, assez vite, je me suis rendu compte que c'était difficile, mais pas impossible. C'est une petite équipe, mais avec plein de difficultés, notamment la langue. Hein. C'est-à-dire que là, moi, j'étais dans un pays dont je maîtrisais pas la langue. J'ai progressé au bout de ces 3 ans et demi en japonais, mais pas au point de travailler en japonais. Je me débrouillais dans la vie de tous les jours. J'ai pris pas mal de cours, et puis ça m'intéressait. Mais conduire une réunion en japonais, j'étais incapable de le faire, et même quand j'en suis parti, j'étais incapable de le faire. Et c'était un moment, là aussi, je suis pas sûr que ça ait beaucoup changé, mais ça a certainement un petit peu changé, où le japonais parlait très très mal anglais, voire quasiment pas. Le japonais qui vit au Japon, c'était vraiment le cas. Donc il fallait soit travailler avec des interprètes, soit travailler avec les quelques-uns qui parlaient anglais. Donc ça, c'était quand même un élément de complexité. C'est diriger une équipe avec laquelle on peut difficilement communiquer en n'ayant jamais dirigé quoi que ce soit, et tout ça au Japon. À 27 ans. Et voilà, 27 ans. Ouais. Vous êtes parti tout seul? Vous êtes parti avec... Non, je suis parti tout seul. J'étais célibataire et je suis parti tout seul. J'ai trouvé d'ailleurs une magnifique toute petite maison dans Tokyo.
Et je me suis fait plein d'amis qui étaient d'ailleurs des amis japonais, mais aussi beaucoup de jeunes expatriés, mais qui étaient surtout des Anglais, des Australiens, des Néo-Zélandais, je me souviens des Américains, quelques Français. Et j'ai trouvé ça passionnant. Non, j'ai vraiment vécu 4 années formidables au Japon. Ouais. Et pourquoi vous êtes parti? Je suis parti parce que là aussi, c'est une somme de hasard incroyable. Mon ancien patron d'IBM avait été recruté chez Capgemini. Et il se trouve que je le connaissais un peu parce que je m'occupais chez IBM d'un très grand client qui était d'ailleurs l'UAP, qui a disparu, qui va faire partie d'AXA, maintenant fait une grande compagnie d'assurance. Et comme quand on était account manager d'un très grand compte, on organisait des réunions ou des visites chez le client avec le président d'IBM France. Et donc ça m'avait permis de rencontrer un certain nombre des grands dirigeants d'IBM, et dont l'un est parti chez Capgemini et m'a contacté en me disant voilà, je viens d'arriver chez Capgemini, je cherche à monter une équipe, je me souviens de toi, voilà, est-ce que c'est... Et je lui avais dit volontiers, mais moi je suis au Japon, je peux pas partir comme ça du jour au lendemain. Et donc donc il m'a proposé de prendre le temps qu'il fallait pour rentrer. Donc ça a donné probablement 1 an après. Ah oui, il a été patient. Oui, mais c'était de toute façon, c'était pas possible de faire autrement. Et puis par ailleurs, faut pas non plus se raconter d'histoire. Son activité ne dépendait pas de moi, donc il pouvait tout à fait se donner du temps. Et donc 1 an après, je suis rentré en France et j'ai intégré Capgemini. Vous étiez content de rentrer en France? En fait, oui. Moi, j'étais content parce que moi, je pense que ces expatriations, puisque c'en était une, elles ont une certaine saveur quand elles sont pas trop longues, parce que je pense qu'au bout d'un moment, d'ailleurs, moi, j'ai rencontré au Japon beaucoup de Français qui y étaient depuis 20 ans, qui étaient très bien, très intégrés. Mais encore une fois, moi, je pense que ce qui fait le sel de la vie, c'est les contrastes, c'est les changements, je pense que j'avais pas fait le tour, parce que le Japon on fait pas le tour en 3-4 ans, mais j'avais eu l'impression d'avoir vraiment profité de cette expérience, et que là c'était nouveau, c'était une autre entreprise dans un autre domaine, à Paris, quand même une ville magnifique que je connaissais bien. Donc j'étais très content. Et à partir de quand on vous a proposé du coup le poste de CEO en France de Capgemini? Alors, moi, j'ai dû rentrer à peu près 12 ans après, parce que j'ai fait plusieurs choses différentes chez Capgemini, parce que là, je suis rentré au niveau de la tête du groupe, enfin un job sur marketing international. Donc j'étais dans les équipes, mais pas dans la hiérarchie, mais dans les équipes, et j'étais dans la tête du groupe à l'Étoile. Et puis après, j'ai eu un job en France, je suis revenu dans un job international, un job en support, enfin comme on le fait beaucoup dans ces grandes entreprises. On m'a fait zigzaguer à l'intérieur de l'entreprise, jusqu'au jour où effectivement on m'a proposé de diriger la filiale française. Et ça, vous l'avez appréhendé comment? Toujours pareil, en me disant c'est beaucoup trop tôt, je suis absolument pas prêt, surtout que je travaillais déjà là j'étais vraiment dans l'équipe de direction de la filiale française. Donc on se demande toujours à ce moment-là pourquoi moi parmi les 5 ou 6 qui sont dans le comité de direction, comment je vais travailler avec eux, parce que on était on travaillait ensemble, puis maintenant je vais en prendre la tête. Et donc mais bon, je pense que ça se refuse pas. Donc la question c'était plutôt comment faire, plutôt que de dire je veux pas faire, ou alors dire je veux pas faire, c'est un choix. Mais à ce moment-là, c'est complètement changer de trajectoire. Je pense qu'on peut pas. Et puis il faut, je crois, faire confiance à ses patrons. Et c'est un peu ça aussi, quand on a des bons patrons, on peut imaginer qu'ils voient des choses que vous ne voyez pas. Donc et c'est vraiment le cas. C'est-à-dire que moi, plusieurs fois, j'ai été poussé
vraiment poussé, parce que c'était pas du tout à mon initiative. J'aurais jamais pris l'initiative, par exemple, de dire, écoutez, maintenant, je me sens prêt à prendre la direction de la filiale française ou voir la filiale japonaise chez Econocom ou prendre un très grand compte chez IBM qu'on m'a donné très vite. Donc, ça veut dire que le rôle aussi d'un bon patron, c'est ça, c'est de dire, je sens un potentiel, je suis conscient que il y a encore des choses à acquérir, mais je pense qu'il est en capacité de le faire. Et donc il faut, voilà, j'avais un bon patron qui m'a proposé ça, sachant que forcément, quand un patron vous propose ça, il se met lui-même en risque. Donc on peut imaginer que si c'est quelqu'un de bien qui vous le propose, qui vous connaît, il y a de fortes chances pour que vous puissiez y arriver. Ouais. Donc là, vous restez au final 13 ans chez Capgemini. Ouais. Steria, c'est si mes renseignements sont bons, c'est la dernière expérience d'entreprise. Oui, tout à fait. Mais ça a failli ne pas exister, puisqu'en fait, moi, j'ai quitté Capgemini là de façon un peu particulière, puisque j'avais décidé de prendre une année sabbatique. Donc en fait, j'ai démissionné, ce qui ne se fait plus du tout, mais j'ai démissionné de Capgemini. J'étais directeur général de la filiale française. Je pense que j'étais limite burn-out. C'est un terme qu'on n'utilisait pas vraiment à cette époque. C'était quand? Ça devait être en 2002, quelque chose comme ça, 2002-2003. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que je commençais à avoir l'impression qu'il y avait toutes les lumières rouges s'allumaient sur mon tableau de bord. Je savais pas par où commencer, sur quel bouton appuyer. Je dormais de moins en moins bien et j'avais vraiment de moins en moins de plaisir. Et donc j'ai annoncé que à peu près 6 mois avant que je partirais en fin d'année, mais avec la volonté affirmée de ne pas recommencer à travailler, c'est-à-dire de faire un vrai break. Donc j'ai fait un break d'1 an. Et là, vous vous disiez, j'arrête de travailler, mais vous aviez une idée de ce que vous voudriez faire après, ou vous disiez... Oui, enfin, j'avais l'idée de ne pas recommencer dans ce monde-là. J'avais vraiment l'idée, j'avais un rêve que j'ai toujours, mais que j'ai pas réussi à assouvir, qui était d'écrire un livre. Moi, j'ai toujours été passionné par la littérature. Je me dis, il faudrait que j'arrive à écrire. Donc, je m'étais dit, voilà, ça peut être une année, je peux faire ça. Et puis je suis allé avec ma femme à Moscou en train, en traversant la Sibérie, en descendant le Mékong. Je rêvais d'apprendre à jouer de la guitare, j'ai pris des cours de guitare. Enfin, j'ai fait un peu tout ce que je n'avais pas pu faire jusque-là. Et avec l'idée initiale de me dire, voilà, je vais prendre du temps, je vais prendre un peu de recul. Et puis, je ne veux pas revenir dans ce monde-là, puisque finalement, j'en étais parti un peu épuisé. Mais ça s'est pas passé comme ça là non plus, c'est-à-dire que assez vite, quand j'ai décidé de quitter Capgemini pour prendre cette année sabbatique, en fait, j'ai reçu des propositions de boîtes du même secteur qui, ayant appris que j'avais quitté Capgemini, ils se sont dit tiens, peut-être qu'ils seraient intéressés de rentrer dans notre entreprise. Et voilà, j'ai peut-être eu la faiblesse, mais encore une fois, maintenant, je suis tellement content de tout ce que j'ai fait que je regrette rien, mais j'ai peut-être eu la faiblesse d'accepter des entretiens, alors que je venais juste de partir et que je m'étais dit, je m'arrête au moins 1 an. Mais je disais chaque fois que j'avais un entretien, je disais, mais de toute façon, sachez que je ne recommencerai pas à travailler avant 1 an. Et donc Steria m'a dit, bah écoutez, nous pas de problème, si vous voulez vous arrêter 1 an, mais est-ce que vous accepteriez dans 1 an de nous rejoindre pour vous occuper de la France? Il y avait d'autres pays avec. Et j'ai accepté. Là aussi, d'une certaine façon, quand vous mettez des conditions et que la personne accepte vos conditions, c'est comme Econocom qui me dit si je vous propose un job à l'étranger, si elle me dit écoutez, moi je vous propose un job, vous mettez une condition qui est il faut que ce soit dans 1 an, je l'accepte, donc j'ai accepté. Et donc ce qui fait que j'ai pris cette année sabbatique en sachant qu'à la fin de cette année sabbatique, je reprendrai un job de direction générale d'une entreprise en France. Ce qui allège un peu aussi la charge mentale, forcément, parce que du coup, on se dit, il y a une date de fin et on sait ce qui va se passer après. Oui et non, parce que, oui, dans les faits, oui, mais ça n'aurait pas dû être ça, puisque moi, l'idée, c'était justement d'utiliser 1 année pour ne pas recommencer. Donc, c'est pour ça, moi, je me suis souvent considéré comme un peu faible d'avoir accepté ça, pour justement éviter cette crainte de l'inconnu.
je m'étais jeté là-dedans pour affronter l'inconnu. Donc, mais bon, finalement, encore une fois, il s'est passé que des choses positives, donc je peux pas le regretter. Mais c'était quand même un peu une concession par rapport à mon projet initial. Ouais. Et donc là, du coup, qu'est-ce qui s'est passé chez Sopra? Oh je suis donc rentré, oui, mais qui s'appelle maintenant Sopra Steria, vous avez raison. C'était pas un lapsus. Voilà. Écoutez, j'y suis rentré donc comme convenu, à la date convenue, et c'était passionnant. C'est-à-dire, je me suis occupé de la filiale française, et puis ensuite, il y avait un petit bout en Asie, à Singapour, après un peu l'Espagne, le Maroc. Et donc, j'allais dire une carrière ou une responsabilité assez proche de ce que j'avais fait avant, dans un autre environnement, très intéressant aussi, avec une culture différente, mais une très belle culture et une très belle entreprise. Et j'y suis resté un peu moins de 5 ans, je crois, jusqu'au jour où, d'un côté, je commençais à aimer ce que je faisais, pareil, une espèce d'impression, à la fois de routine, même si c'est difficile de penser que diriger une entreprise c'est routinier, mais il y a quand même une forme de routine, les réunions, les forecasts, les budgets, je sais pas quoi, et puis de plus en plus ce sentiment que il fallait pas que je passe ma vie à faire ça, quoi. Ça aurait été un peu du gâchis de n'avoir fait d'avoir que travaillé dans l'entreprise dans ces fonctions-là. Et cette petite musique sur ma passion d'adolescent dont je parlais tout à l'heure, d'avocat pénaliste qui remontait. Et jusqu'au jour où il y a une combinaison de choses qui sont à la fois cette routine qui faisait que j'étais moins heureux, j'étais en conflit avec mon patron qui était aussi un ami avec qui j'avais fait mes études, mais on n'était plus d'accord sur grand-chose, avec peut-être inconsciemment une position de conflit que j'avais un peu créé, qui m'a finalement il m'a obligé de partir. Je sais pas. Après, on rentre un peu dans de la psychanalyse. Je voudrais pas en faire, mais toujours est-il que à un moment, tout ça s'est combiné. Donc, je suis parti et je me suis dit maintenant, je veux essayer d'être avocat. Je veux être avocat, mais je savais que je ne pouvais pas le décider comme ça sur le coin d'une table, puisque c'est une profession réglementée qui nécessite toute une série de diplômes dont j'avais pas le premier. Mais je vais me lancer dans cette aventure et c'est ce que j'ai fait. Et donc là, du coup, quand vous vous dites je veux être avocat, concrètement, comment ça se passe? Enfin, vous en discutez avec votre femme et après, c'est quoi les étapes pour se dire? Parce que là, vous aviez quel âge à ce moment-là? J'avais 50 ans. Moi, j'ai vraiment, le jour de mon anniversaire quasiment, où je l'ai vraiment formalisé, j'y pensais depuis quelques semaines, quelques mois, mais enfin voilà, j'avais 50 ans. Mais jamais eu en famille, j'ai jamais eu de difficultés avec ça. C'est-à-dire que c'était d'une certaine façon, si ça te rend heureux, fais-le, quoi. Hein. Donc, parce que quand vous n'êtes pas heureux dans ce que vous faites, ça rejaillit sur tout le monde aussi. Hein. Donc, je comprendrais mal une autre réaction qui pourrait être une réaction, alors pour le coup assez égoïste, qui est de dire on va perdre un certain statut, on va perdre un certain niveau de rémunération, une certaine image, parce que ça peut paraître, ce qui n'était pas du tout la façon dont raisonnait ma femme, mais ça peut être ah là là, qu'est-ce que je vais dire dans les dîners en ville. Avant, je disais mon mari, il est directeur général d'une boîte du CAC 40, formidable. Donc c'est absolument pas son sujet. Mais donc voilà. Donc je pense que si vous avez quelqu'un qui vous dit pour être heureux, il faut que je fasse ça, je trouverais absolument anormal de l'empêcher de le faire. Donc non, aucune difficulté, bien au contraire, presque plus un coup de pouce. Et donc là, quand vous vous dites je veux être avocat, il faut que les étapes, c'est ce que du coup, comme vous disiez, vous aviez pas les études pour. Oui, c'est potentiellement extrêmement long parce que pour être avocat, il faut avoir ce qu'on appelle le CAPA, et pour avoir le CAPA, il faut rentrer dans l'école des avocats, passer un examen concours qui s'appelle le CRFPA, et pour présenter ce
concours du barreau, il faut un master 1 de droit. Donc en fait, pour rentrer dans le processus, il faut un master 1 de droit au minimum, parce qu'aujourd'hui la plupart des élèves avocats ont au moins un master 2, voire 2 master 2, mais enfin il faut au moins, le minimum pour pouvoir s'inscrire, c'est un master 1. Master 1, c'est 4 années de droit. Donc ça fait, c'est très très long, fait c'est 7 ou 8 ans, si on part après le bac. Et je savais, de toute façon, moi j'avais pas d'équivalent, j'avais pas de passerelle, donc il fallait que je passe par tout ça. Si ce n'est que j'ai tenté d'obtenir une équivalence, même si elle n'était pas du tout inscrite dans les textes, en remplissant quand même un dossier, en faisant une très belle lettre de motivation que j'ai beaucoup travaillé, et qui finalement a été acceptée. Donc je suis rentré en master 1, en 4e année de droit, début de l'année de master 1. Donc et ce qui fait que j'étais dans la 4e année sans avoir fait les 3 premières, ce qui s'est révélé extrêmement difficile. Parce que du coup, il y avait même si vous aviez votre expérience d'énormément de choses, vous aviez pas les bases. J'avais rien du tout. C'est-à-dire que effectivement, d'ailleurs, c'est ce que j'avais expliqué dans ma lettre de motivation pour obtenir cette équivalence, puisque je ne rentrais pas dans les cases. Je leur avais dit, mais vous savez, quand on a passé 25 ans dans une entreprise, dans des postes de direction, on est sans arrêt confronté à des questions de droit du travail, de droit des sociétés, de droit des assurances, tout ce que vous voulez, même un peu de droit pénal. Et donc, voilà, vous pouvez me faire entrer en 4e année, vous ne courez aucun risque. Ce qui était faux, parce que la réalité, c'est que les connaissances académiques qui sont absolument nécessaires pour être avocat, je ne les avais pas. Et même si je travaillais avec des avocats, avec des juristes d'entreprise, mais bon, ça a suffi à les convaincre de me laisser rentrer en 4e année. Ça a été extrêmement difficile, mais bon, finalement, j'y suis arrivé. Donc, j'ai eu mon master 1, j'ai fait un master 2 en même temps que je préparais le CRFPA. Je suis même pas allé au bout de ce master 2, mais j'ai commencé et j'ai réussi. Et voilà. Et là, du coup, vous étiez à l'école tous les jours. Enfin, vous travailliez en parallèle ou vous étiez à 100% sur vos études? Non. J'ai tenu à continuer à travailler parce que j'ai toujours été conscient que j'avais beaucoup de points faibles en commençant une carrière d'avocat à 55 ans, parce que j'ai décidé à 50 ans, mais je pouvais pas l'être avant 55, mais que j'avais un avantage que les autres n'avaient pas, c'est la connaissance de l'entreprise. Donc je me suis toujours dit qu'il fallait que je garde cette différenciation-là. Première raison, puis deuxième raison, j'avais besoin d'un peu de revenus, même si, puisqu'on me pose souvent la question, c'est vrai que moi j'ai travaillé avant dans des grandes entreprises avec des rémunérations tout à fait confortables, donc j'avais de l'épargne parce que j'ai vraiment vécu 5 ans quasiment, enfin en gagnant très peu d'argent, mais je tenais quand même à avoir une activité professionnelle. D'abord, ça c'est un petit revenu, et puis la sécurité sociale, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Moi, j'avais 3 enfants. Enfin, Ils avaient quel âge vos enfants? Ils avaient, à ce moment-là, entre 11 et 14 ans, 11, 14, 15 ans. Et oui, c'est ça. Et donc j'ai continué à travailler, mais dans une configuration dans laquelle j'avais pas mal de flexibilité, parce que j'avais des cours à suivre, les cours en amphi, un peu comme à Sciences Po, j'allais dire. Malheureusement, j'avais peu de temps pour y aller, mais les TD, les partiels, tout ça, j'avais pas le choix, donc il fallait que j'y sois. Et donc je me suis organisé pour combiner les deux, ce qui était pas du tout facile et qui représentait énormément de travail, mais j'y suis arrivé. Vous avez eu des doutes sur le fait que vous puissiez y arriver? Ah oui, j'ai eu plusieurs fois des gros doutes, ouais, parce que c'est quand même horriblement difficile, parce que c'est difficile, je pense, en soi, de reprendre des études universitaires à 50 ans, parce que c'est comme je dis toujours, il y a pas de parcours pour les vieux, hein. Moi, j'étais dans l'amphi avec les étudiants qui avaient l'âge, qui auraient pu avoir l'âge de mes enfants, qui avaient 20, 22, 23 ans. Je suivais les mêmes cours, je passais les mêmes examens, je participais aux mêmes
TD. Donc c'était quand même se replonger dans l'atmosphère d'études quand on a 50 ans, c'est pas facile. Et puis il y a plein de, on n'a pas une mémoire aussi vive que celle qu'on peut avoir. Enfin, j'ai réappris à écrire avec un stylo puisqu'on fait plus ça maintenant. Donc toutes les épreuves de droit sont des épreuves manuelles, je vais dire, avec un stylo et des copies doubles. Donc c'est pas facile. Les études en elles-mêmes et la matière non plus. Et quand vous démarrez en 4e année, encore plus compliqué parce que les 3 premières années, elles sont pas inutiles. Hein. Si elles existent, c'est qu'on y apprend beaucoup de choses. Et moi, je ne les connaissais pas, toutes ces choses. Donc oui, plusieurs fois, je me suis dit que j'avais été un peu présomptueux de penser que je pourrais y arriver. Et j'ai eu, je dis souvent, j'ai eu une de mes premières notes a été un 2/20. Je crois jamais de ma vie j'avais eu 2/20. Moi, j'étais plutôt un bon élève, mais je méritais pas plus. Mais c'est vrai que quand vous avez ce type de sanction là, parce que je l'ai vraiment vécu comme ça, vous vous dites mais tu vas pas y arriver, c'est pas possible. Parce que 2/20, on part de très loin quand même. Hein. Mais ça a eu un peu l'effet inverse, c'est-à-dire que ça m'a surmotivé en me disant de toute façon je peux pas échouer. Hein. Je dis souvent quand on fait des changements aussi radicaux, moi je dis souvent dans les conditions de succès, peut-être la première, c'est qu'il n'y a pas de plan B. Il faut pas avoir de plan B. Il faut pas pouvoir ne pas réussir. Si on ne peut pas échouer, on réussit. Donc on ne peut pas. Moi, je pouvais pas échouer. Je pouvais pas revenir en arrière et dire finalement je me suis trompé. Maintenant, je vais répondre à des offres d'embauche pour retravailler dans une grande entreprise. C'était impensable, inimaginable. Donc je pouvais pas faire marche arrière. Donc quand j'ai eu ces alertes parce que j'y arrivais pas bien, je l'ai plutôt pris en me disant maintenant qu'est-ce qu'il faut pour y arriver, parce que l'idée c'est pas d'abandonner, l'idée c'est d'y aller au bout. Et voilà, j'ai retravaillé différemment, j'ai encore plus travaillé parce que la seule façon d'y arriver c'était de travailler. Et voilà, oui, donc pour répondre à votre question, oui, j'ai quand même des grands moments de doute. Ouais. Et dans vos, entre guillemets, combats, donc il y a la défense du dirigeant, parce qu'il y a quelque chose dans votre vie qui est arrivé, qui vous a montré qu'il fallait être bien armé en tant que dirigeant. Oui, c'est vrai. En plus, moi, j'ai eu cette particularité d'avoir été 2 fois mis en cause par la justice pénale quand j'étais dirigeant d'entreprise. Donc ça aussi, c'est des signes incroyables parce que j'étais fasciné par ce métier. Finalement, je rentre dans le monde des très grandes entreprises, donc on se dit, à ce moment-là, je pensais absolument pas pouvoir être confronté personnellement à ce sujet. Et pourtant, ça m'est arrivé, et ça arrive, j'allais dire très fréquemment. C'est devenu mon métier d'assister les dirigeants devant la justice pénale. Donc, et c'est une évidence aujourd'hui que c'est un vrai sujet. Mais moi, je n'imaginais pas que ça pouvait me concerner. Et donc, j'ai été confronté concrètement à ce que c'était, et ça plus la passion initiale pour ce métier. Le travail avec des avocats, puisque du coup j'ai dû me défendre, donc j'ai fait appel à des avocats, j'ai vu comment ils travaillaient, j'ai participé à ma propre défense. Donc c'est vrai que ça a augmenté mon intérêt pour ce métier. Ça aussi c'est un signe, hein, c'est quand même assez incroyable. Pour ceux qui savent pas les risques entre guillemets, vous, qu'est-ce qui vous est arrivé du coup pour avoir affaire à la justice en tant que dirigeant d'entreprise ? Alors moi, j'ai été 2 fois mis en cause. Hein, je suis une espèce de dangereux récidiviste. La première affaire, j'étais donc directeur général de Capgemini France, et c'était un soupçon puisqu'elle s'est terminée par un non-lieu à l'issue d'une instruction judiciaire, donc avec un juge d'instruction qui a duré 8 ans. 8 ans. C'est un vrai sujet. Hein. Maintenant, quand j'ai fait beaucoup de formations aux dirigeants d'entreprise sur la prévention du risque pénal, parce que je pense qu'il y a des choses à faire. Et puis il y a des choses à comprendre, mais c'est vrai qu'un des problèmes du pénal en France, c'est sa durée. Et il n'est pas du tout rare que des enquêtes, notamment quand elles impliquent un juge d'instruction, durent entre 5 et 10 ans. Donc ça veut dire que pendant toute cette période, c'est ça qu'il faut comprendre, pendant toute cette période,
la personne mise en cause, c'était mon cas, se dit un jour peut-être tout ça se terminera par un procès et peut-être que je serai condamné, et le propre du pénal c'est qu'elle risque prison. Donc vous intégrez tout ça pendant une durée longue, ce qui fait quelquefois se réveiller au milieu de la nuit en sueur en se disant comment tout ça va se terminer. Donc moi, pour répondre à votre question, c'était un soupçon de recel de favoritisme, c'est-à-dire que Capgemini était soupçonné, que je dirigeais, la filiale française était soupçonnée d'avoir répondu à un marché public, donc un appel d'offres lancé par une entité publique, qui aurait été, l'entité publique aurait voulu volontairement favoriser Capgemini. Capgemini, conscient de ce montage, aurait gagné le marché, et donc c'était ça le soupçon initial. Sur une dénonciation d'un concurrent, c'est toujours comme ça que ça se passe, qui avait perdu un marché. Et puis après, l'enquête dure 8 ans, et j'ai eu perquisition, garde à vue, j'étais enfermé dans une geôle de garde à vue, on m'a enlevé mes lacets, ma cravate, comme dans les films, donc une vraie garde à vue qui a duré 15 heures, un interrogatoire avec un juge d'instruction en vue de ma mise en examen, donc j'ai connu, si vous voulez, toutes les grandes étapes. Vous avez vécu le film, quoi. J'ai vécu toutes les étapes fondamentales, finalement, dans une instruction judiciaire poursuivant un dirigeant, j'allais dire en sa qualité de dirigeant, mais le poursuivant personnellement, puisque c'était moi qui étais poursuivi. C'était pas votre statut qui était en prison. Exactement. C'était moi personnellement. Donc voilà. Donc ça c'est un premier sujet. Et le deuxième sujet, ça c'était chez Steria. C'était un délit d'entrave. Le délit d'entrave, c'est un délit qui est un vrai poison, j'allais dire. C'est le droit français pénalise le fait de ne pas respecter le droit du CSE, des IRP, les institutions représentatives du personnel. Et donc c'est très particulier en France. On protège les IRP au point de rendre pénalement sanctionnables les dirigeants d'entreprise qui n'ont pas convoqué le CSE comme il fallait, qui n'ont pas consulté le CSE sur un sujet qui méritait une consultation, qui légalement justifie une consultation. Donc voilà, donc ça c'était une deuxième affaire. Donc la rebelote garde à vue? Non, celle-là, mais c'était c'était pire, puisque là, pour le coup, j'ai été renvoyé directement devant le tribunal correctionnel, parce qu'il y a une procédure qui permet de le faire en citation directe. Donc en fait, le CCE à ce moment-là avait décidé que je sois jugé. Donc j'ai été jugé, j'ai été condamné donc par le tribunal correctionnel de Versailles. J'ai fait appel ensuite, mais là j'ai vécu un vrai procès, et dans mon histoire pénale, puisque j'ai connu perquisition, garde à vue, interrogatoire, procès, c'est certainement ce qui est le plus difficile, puisque là on est jugé, en plus c'est public, et maintenant encore une fois je fais beaucoup de formations sur ces sujets parce que je les connais vraiment à 360 degrés. Je dis à chaque fois aux dirigeants que je forme, vous savez, il n'y a pas un pénal pour les patrons et un pénal pour les voyous, c'est le même. Donc si vous êtes un jour envoyé devant un tribunal, ce qui a été mon cas, maintenant c'est mon cas en tant qu'avocat, vous pouvez, même si vous êtes renvoyé pour un accident du travail, passer après une agression sexuelle et avant un trafic de stupes, parce que c'est du pénal. Donc et j'ai vraiment vécu ça en vrai, et parce que c'est un procès, un procureur qui vous explique que vous êtes un voyou parce que vous n'avez pas consulté le CCE pour ceci, pour cela, et qui in fine vous condamne. Donc ça fait quand même un effet assez particulier. Mais encore une fois, c'est ça qui fait la beauté de la vie, c'est que c'est aussi parce que j'ai vécu ça que j'ai mal vécu au moment où c'est arrivé, bien entendu, mais que je pense avoir une crédibilité sur certains sujets que je n'aurais pas autrement, et une connaissance dont je fais profiter mes clients aujourd'hui. Et donc finalement, ces moments un peu de crise, au moment où je les ai vécus, deviennent des atouts aujourd'hui dans ce que je fais. C'est ça, c'est ce qu'on dit, c'est les fêlures qui laissent entrer la lumière et qui laissent en effet rentrer la beauté de la vie. On se serait pas, si j'avais pas fait mon burn-out, on serait pas en face l'un de l'autre aujourd'hui. Oui, c'est ça, exactement. C'est pour ça qu'il faut, je pense, toujours interpréter ces moments de crise
comme qu'est-ce que ça me dit sur moi, hein, c'est qu'est-ce que j'en retire, plutôt que je déprime, je m'enfonce, je veux plus rien voir. C'est chaque fois des messages. Et donc on construit à partir de ça. Et dans la réalité, on construit beaucoup plus sur ces difficultés que sur tout va bien. Ouais. Hein, mais je l'intellectualise aujourd'hui. Je pense que au moment où c'est arrivé, je le vivais pas comme ça. Hein. C'est ça. On en parlait hier avec Arnaud Guillou, qui est un homme extraordinaire, mais qui est un homme extraordinaire et qui a eu un énorme accident de moto. Enfin, il a cru qu'il allait mourir et compagnie. Et ce qu'on disait, c'est qu'en fait, de chaque épreuve, on peut en ressortir plus fort, mais sur le moment, au moment donné, comme on dit à Marseille, on le vit pas comme ça. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et donc là, du coup, vous commencez, donc vous êtes élève avocat et vous participez à un des procès les plus médiatisés en France. Oui, il se trouve que je fais un stage dans un cabinet d'avocat, puisque c'est une obligation et elle est très importante dans la formation d'un futur avocat. Donc, je fais un stage dans un cabinet à Marseille avec Christophe Basse, qui est l'avocat de ce cabinet et qui travaille sur le procès des prothèses mammaires PIP. Qui va avoir lieu quelques semaines après le début de mon stage à Marseille. Et il me demande de travailler avec lui, de préparer avec lui cette audience qui dure, je sais plus, 4 ou 5 semaines. Enfin, c'est extrêmement long. Une audience correctionnelle, ça peut durer quelques heures. Là, ça dure 4 ou 5 semaines. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de prévenus. Ils sont 5 de mémoire. Tout le comité, tout le directoire de PIP. Et puis de l'autre côté, il y a plusieurs dizaines de milliers de victimes représentées par 350 avocats. C'est délocalisé au Parc Chano à Marseille, donc un peu l'équivalent de la Porte de Versailles à Paris, le Palais des Expositions. Donc dans un environnement assez incroyable parce qu'on a reconstitué un tribunal dans un parc d'exposition avec toute une organisation de caméras, de transmission de salle à salle, parce que ils imaginaient, en fait, il n'y a jamais eu quand même autant de gens justifiant plusieurs salles, mais ils imaginaient que ça serait possible vu le nombre de victimes et puis la médiatisation de ce procès. Beaucoup de journalistes, ainsi de suite. Et donc je l'ai effectivement préparé, ce procès, pour le compte de mon maître de stage, Christophe Basse, et qui défendait, lui, le président du directoire de PIP, donc j'allais dire potentiellement la personne la plus responsable selon les normes dans cette entreprise. Et donc là, il y a eu quelque chose d'assez incroyable qui s'est passé? Oui, alors là aussi, ça fait partie des hasards de la vie, mais qu'il faut saisir. C'est que mon maître de stage, qui est devenu mon associé, Christophe Basse, me dit pendant le procès, est-ce que tu voudrais plaider, parce que c'est possible, c'est pas toujours facile, mais on considère que dans la formation d'un élève avocat, quand il fait notamment son stage dans un cabinet, il faut trouver des opportunités de faire plaider. Mais on le fait normalement sur des affaires pas très importantes, sur des sujets qui sont pas centraux pour le client. Et c'est tout à fait normal, puisqu'encore une fois, c'est quand même, là, on est sur du réel. C'est-à-dire que vous prenez la parole pour le compte de quelqu'un. C'est pas du théâtre, c'est pas un concours d'éloquence. Il y a quelqu'un derrière qui... Il y a la vie de quelqu'un qui est en jeu. Dont le destin peut dépendre de vous. Donc, quand on est élève avocat, on le fait sur des dossiers qui sont pas des dossiers à très fort enjeu. Et là, considérant que c'est vrai que je connaissais très bien ce dossier, parce que moi je m'étais concentré là-dessus, j'avais fait quasiment que ça pendant presque un mois avant l'audience,
Et voyant un petit peu comment l'audience se déroulait, il m'a proposé ça avec, là aussi, quand je parlais tout à l'heure du syndrome de l'imposteur, dire non mais c'est pas faisable, quoi. Je peux pas commencer à plaider dans un dossier de cette importance, à la fois en enjeu pour le client, je dirais d'abord en enjeu pour le client, puisqu'il risquait quand même 4 ans de prison, et d'autre part dans un environnement aussi ouvert, aussi public, aussi médiatique, ce qui veut dire que si ça se passe pas bien, c'est vraiment tout le monde le saura. Hein. Donc et moi je raisonnais plutôt au départ sur le risque que ça représentait, mais comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'on peut pas laisser passer des opportunités comme celle-là, et donc je lui ai répondu quasiment immédiatement oui. Et donc j'ai eu un peu de temps, pas beaucoup, mais quand même un petit peu de temps pour préparer ma plaidoirie, sachant que je plaidais pas tout seul. Enfin, je plaidais tout seul, bien sûr. Quand j'ai plaidé, j'étais tout seul. Mais le président du directoire avait en fait 2 autres avocats, plus moi qui n'était pas prévu, et donc on a été 3 à plaider. Et en se répartissant bien les thèmes sur lesquels on plaidait, donc ça, je pense que ça coulait assez bien. Et donc j'ai plaidé. Oui. Et le président du directoire, du coup, il était au courant que c'est vous qui alliez plaider? Ah bien sûr, parce que justement une des premières choses que j'ai dites à Christophe Basse, mais il l'avait bien entendu anticiper, c'est qu'il fallait demander l'accord du client, parce que c'est lui la personne la plus importante, et lui il a 2 avocats qui travaille pour lui, qu'il a choisi. Moi, il me connaît parce que j'ai passé beaucoup de temps avec lui dans la préparation du procès. Donc c'est important parce que il me connaît. Comme j'ai été dirigeant d'entreprise, que lui est président du directoire de cette entreprise, on a tout de suite eu un langage commun. J'ai compris un certain nombre de choses dans les décisions qu'il avait prises avec mon expérience de dirigeant, et donc c'est vrai qu'on avait développé une relation qui était une relation assez forte, très concrète, très professionnelle, mais assez forte. Et donc je pense que quand son avocat lui a dit tiens, j'envisage 2, ça tombait pas forcément des nues. En tous les cas, il me connaissait. Maintenant, personne ne savait, ni moi d'ailleurs, hein, ce que ça donnerait quand je prendrais la parole, parce que c'est différent de travailler un dossier sur une table, de faire des notes, des synthèses, des recherches, de rédiger éventuellement des conclusions, et puis de se retrouver tout seul à la barre devant 3 magistrats professionnels, 2 procureurs. Et donc là, il y avait quand même une part de risque de part et d'autre. Hein. Mais donc oui, il avait donné son accord, et donc après, moi, ce qui m'a vraiment le plus touché, c'est que lui est venu me féliciter en me disant écoutez, c'était vraiment très bien, c'est ça que je voulais que le tribunal entende, chacun ayant encore une fois très bien plaidé dans son domaine, mais comme je le dis toujours, c'est le compliment qui m'a le plus marqué, même si après j'étais heureux de voir que des avocats très expérimentés viennent me voir en me disant que c'était bien, mais ce qui est important, c'est que le client soit heureux, hein, puisque on travaille pour lui. Et donc ça s'est bien passé au final? Je me rappelais du procès, mais je me rappelais pas du dénouement. Oui, enfin en termes de décision, oui, nous on s'était fixé un objectif puisqu'il plaidait coupable pour une partie de la prévention, donc il a été condamné, mais on avait fixé un peu un objectif et on a fait mieux que cet objectif. Oui, donc ça s'est bien passé de ce point de vue-là. Ça s'est bien passé aussi sur ma plaidoirie, puisque en tout cas mon associé, mon maître de stage, puisque j'étais encore en stage, a considéré que c'était une bonne plaidoirie. Donc je pense que, et puis ça a rajouté une voix, c'est-à-dire je pense que c'était pas mal d'avoir 3 voix différentes, et chacun d'ailleurs ayant un positionnement. Il y avait un avocat d'affaires, un avocat pénaliste qui est mon maître de stage, et puis moi le stagiaire, mais qui était à la limite l'ancien dirigeant devenu avocat. Donc c'est un peu d'ailleurs le positionnement que j'ai pris pour expliquer au tribunal comment on prend une décision dans une entreprise, et tout ce qui lui est reproché pouvait aussi s'expliquer, quoi. Voilà. Oui, il y avait une vraie légitimité. C'est pas comme si vous aviez 25 ans et que vous arriviez là. Oui, c'est ça. Comme j'étais pas, je suis pas sûr que mon maître de stage l'aurait fait justement avec un tout jeune avocat. Il aurait
fait plaider, hein, parce qu'on le fait, nous, on le fait maintenant, mais pas dans ce procès-là. Et c'est vrai que ma légitimité venait moins de mon peu d'expérience comme avocat, je l'étais pas encore, que de mon expérience en tant que dirigeant d'entreprise. Et puis ça a eu ce qui est pas complètement négligeable, parce que ça m'a servi un retour médiatique, puisque j'ai eu notamment, alors pour le coup, je vous parlais du Monde, j'ai eu un portrait d'une page dans le Monde, donc je veux dire maintenant je pouvais mourir. Moi c'était vraiment, si un jour on m'avait dit que j'aurais un portrait dans le Monde aussi important, signé par pour moi la meilleure journaliste du judiciaire en France, qui s'appelle Pascale Robert-Diard, voilà, enfin, je peux mourir, quoi. C'était l'apothéose. Et cela dit, c'est pas complètement neutre, puisque ça crée un début de notoriété qui quand même reste très très faible, mais ça crée un début de notoriété. J'ai eu un premier dossier qui est venu directement après, sur la base de cet article, donc ça a enclenché quelque chose. Mais je pense que si ça s'était très mal passé, ou mal passé simplement, j'aurais peut-être eu du mal à remonter la pente pendant longtemps, quoi, hein. Donc il y avait quand même une prise de risque importante. Ouais. Savoir saisir l'opportunité. Oui, exactement ça. On peut, je veux dire, a posteriori, ça paraît très incroyable de pas la saisir, mais on peut aussi se dire que c'est trop risqué. Hein. Oui, la première sous le feu des projecteurs. Ouais, c'est ça. Donc, mais non, là, j'ai pas réfléchi très longtemps. J'ai eu très très peur après avoir dit oui, jusqu'au moment où j'ai commencé à prendre la parole, ce qui est normal. Hein. Je pense ne pas être angoissé, c'est pas bon signe. Hein. C'est la fameuse phrase de Sarah Bernard. Vous savez. Donc, moi, j'ai été très angoissé. Mais ça m'a vraiment énormément apporté, parce que je me suis dit, finalement je peux y arriver. Le client est satisfait, les autres avocats le sont. Donc moi ça m'a confirmé dans la possibilité de faire ce métier. Et là donc du coup ça fait quoi? Ça fait à peu près 5 ans maintenant que vous êtes avocat? Non, ça fait plus, puisque moi j'ai prêté serment en janvier 2014, donc on est presque à plus de 8 ans, quoi. Et alors, ça se passe comment, cette vie d'avocat? C'est extraordinaire. Moi, vous savez, on dit souvent que on est déçu quand on réalise ses rêves, parce qu'on les rêve et le rêve est souvent un peu éloigné de la réalité. Là, c'est mieux que ce que j'imaginais. C'est vraiment mieux que ce que j'imaginais, ce qui est quand même assez incroyable. Et c'est mieux à tout point de vue. C'est mieux en intérêt des dossiers, les rencontres humaines, parce que c'est des rencontres incroyables, la technique de ce métier, et je dirais même maintenant, ce qui est pour moi pas du tout neutre, ça marche financièrement. C'est-à-dire que c'est une activité qui marche, on recrute, on déménage dans des beaucoup plus grands bureaux, donc on a une capacité à faire vivre un cabinet, ce qui est pour moi un signe de valeur, parce que dans une économie de marché, si vous n'arrivez pas à bien vivre de votre métier, il y a un problème. Je pense que vous ayez ou non besoin de l'argent qui est généré, c'est quand même je crois, le marché qui vous dit que vous avez une place ou pas. Donc pour moi, c'est une confirmation qu'on a une place, qu'on apporte de la valeur, et donc c'est très très bien. Là, aujourd'hui, vous arrivez à vivre, financièrement, vous gagnez la même chose que ce que vous aviez gagné auparavant? Non. Je sais pas si j'y arriverai, mais j'allais dire que je gagne beaucoup plus que ce que j'imaginais dans ce métier-là, vraiment beaucoup plus. Donc j'ai vraiment maintenant une capacité à. Et encore une fois, ce n'était pas mon objectif. Hein. J'ai pas changé de vie pour mieux gagner ma vie. Oui, non, je suis pas sûr non, on fait pas 5 ans. Je suis pas sûr que j'y arriverai, mais pourquoi pas, hein, c'est pas tout à fait impossible que je n'y arrive. Mais je l'ai vraiment pas fait pour ça. Mais encore une fois, ce qui est important pour moi, c'est que pour moi, c'est vraiment un des marqueurs de la valeur que vous apportez. On peut discuter de ça des années. On peut aussi faire ce métier en se disant, moi, je fais je travaille qu'à l'aide juridictionnelle. Enfin, je sais pas si vous connaissez ça. On défend des gens qui ont pas un revenu suffisant, et donc on est payé par l'État. C'est un choix. Si vous faites ce choix-là, effectivement, vous allez pas dire, je n'ai pas de valeur parce que je ne génère pas ça. Vous avez fait ce choix-là. Moi, j'ai pas fait ce choix-là, même si je fais pas mal de prestations à l'aide juridictionnelle.
Et d'ailleurs, j'ai un modèle économique qui permet de le faire, puisque j'ai des dossiers qui permettent de faire vivre un cabinet, parce que faire vivre un cabinet, c'est payer des mètres carrés, payer des collaborateurs, payer de l'informatique, de l'assurance, enfin, c'est quand même toute une série de coûts. Donc, il faut arriver à les financer. Et donc, il faut un modèle qui vous permet à la fois de les financer et, ce qui est mon cas, de pouvoir défendre des gens gratuitement si on a envie de le faire. Mais pour ça, il faut avoir le bon modèle. Donc, c'est vraiment pas pour ça que j'ai changé de vie, mais je mesure cette capacité à générer du revenu comme étant un indicateur du fait que j'ai trouvé ma place dans ce métier. Oui, de toute façon, dans le sens, on est obligé d'avoir, enfin, on peut pas dire je suis bien, je suis à ma place si tu gagnes pas assez d'argent pour pouvoir subvenir à tes besoins. Après, on a tous des besoins qui sont différents en fonction de plein de choses, mais on peut pas dire je suis à ma place si on ne gagne pas sa vie, en fait. Oui, si on est sur un sujet marchand, hein, si vous êtes artiste et que vous pouvez quand même payer votre atelier, manger à votre faim et que vous vendez pas beaucoup de tableaux, mais que vous êtes convaincu que, à la limite, je peux le comprendre. Mais si vous êtes artiste et que vous exposez beaucoup, que personne achète, soit vous dites c'est Van Gogh, vous êtes pas en phase avec votre temps, soit en tous les cas, c'est un sujet sur lequel justement cette notion de valeur définie par le marché est le moins justifié, je pense, l'art. Parce que vous pouvez tout à fait faire des choses magnifiques qui ne plaisent pas ou qui ne plaisent pas à ce moment-là, qui restent magnifiques néanmoins. Mais si vous êtes dans une activité marchande, pour moi, l'avocat, c'est une activité marchande, hein, on va pas se raconter d'histoire. C'est une activité de prestation de services intellectuels. Et donc, dans ce marché-là, sauf à faire le choix de vraiment faire que de l'aide juridictionnelle, je pense que vous ne pouvez pas dire je suis le meilleur avocat du monde et j'ai aucun client. Il y a un problème. Je pense que c'est pas vrai. C'est pas vous n'êtes pas le meilleur avocat du monde si vous n'avez pas de clients. Et s'il y a des personnes qui se posent la question là de se reconvertir, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Parce que je sais que on vous contacte régulièrement pour vous dire est-ce que vous avez un conseil alors pour toutes ces personnes-là? Oui, c'est vrai que je suis souvent, parce que mon parcours est un peu particulier et que j'ai eu donc quelques articles et quelques petites conférences là-dessus, donc je suis assez souvent sollicité là-dessus. Donc, moi je dis d'abord enfin, peut-être premier point, c'est formidable, hein, puisque moi je le vis. J'ai fait un changement. Moi, je suis passé de dirigeant d'entreprise à avocat pénaliste, mais on peut passer de boulanger à vigneron, de vigneron à médecin, à condition de reprendre des études. Enfin, donc tous les changements sont possibles. Moi, je pense qu'il faut vraiment que ce soit un besoin très très fort. C'est pour moi la premier élément, c'est parce que c'est quand même un voyage mouvementé, chaotique, qui remet en cause pas mal de choses, hein, parce qu'on s'est forcément établi dans un premier environnement, une image de soi. Donc il faut que ce soit pas, j'allais dire pas une envie passagère, pas une mondanité. Tiens, j'aimerais bien moi racheter un hôtel. Non, il faut vraiment que ça vous empêche de dormir, de pas le faire. Il faut que ce soit vraiment une passion. Parce que le voyage est un peu compliqué. Ensuite, je pense que moi, je dis souvent ce que je disais tout à l'heure, il faut pas de plan B, mais c'est un petit peu la conséquence du premier point. C'est-à-dire que c'est tellement important pour vous que il faut brûler ses vaisseaux. Il faut pas pouvoir repartir vous êtes au milieu de la Manche, vous repartez pas en Angleterre. Vous allez en France, vous êtes dans ce sens-là ou dans l'autre sens, mais donc il faut pas de plan B. Je pense qu'il faut un bon camp de base, c'est-à-dire qu'il faut quelques personnes quand même qui vous soutiennent, qui vont vous remonter le moral quand vous l'avez plus. Donc il faut un camp de base qui peut être votre famille, vos amis. Il faut pas écouter tous les aigris et tous les prédicateurs de catastrophes qui vous expliquent que c'est la folie, que c'est n'importe quoi, que c'est pas possible, parce qu'il y en aura bien sûr une majorité. Donc il faut identifier son camp de base, c'est-à-dire ceux qui ont vraiment compris que c'était important et même vital pour vous.
et qui vont être là au moment où c'est difficile. Il y a l'aspect financier qui est souvent mis en avant parce que c'est une réalité. Là aussi, on vit dans une économie de marché où rien n'est gratuit. C'est un point qu'il faut prendre en compte, mais je crois qu'on surestime souvent son besoin de revenus. C'est-à-dire que je pense qu'on peut vivre quand on a moins d'argent. Bien sûr, il y a une limite sur laquelle on peut pas descendre. Il faut être un peu décent. Mais on peut voyager en seconde quand on a eu l'habitude de voyager en première. On peut descendre dans des hôtels avec moins d'étoiles que ceux qu'on a l'habitude de voir. On peut aller moins souvent au restaurant. Si on est passionné par ce qu'on fait, tout ça devient dérisoire. Hein, donc on n'est pas obligé de changer de téléphone tous les ans. Enfin, et quand vous faites, moi, ce que j'ai fait, quand vous faites un peu comme on le fait dans une entreprise, c'est-à-dire que une analyse de vos coûts et de ceux que vous pouvez enlever, de ceux que vous pouvez renégocier, de ceux que vous pouvez diminuer, vous apercevez que on peut vivre avec beaucoup moins d'argent que ce avec quoi on vivait, parce que quand on en gagne beaucoup, très souvent, d'ailleurs, on le dépense pas bien, on n'a pas beaucoup de temps, donc on dépense un peu n'importe comment. Et donc il faut pas le sous-estimer, mais il faut pas le surestimer. L'aspect financier est souvent mis en avant. Les gens disent ouais, mais après comment je vais faire? Je vais pas gagner d'argent, je repars à zéro. C'est presque pas un facteur majeur à mon avis. Ouais. Et votre femme, donc vous me disiez, elle était d'un grand soutien, mais vos ados, parce que du coup forcément les ados à cette époque-là, eux ont vu le train de vie familial baisser. Est-ce que ils ont pu vous faire des réflexions, parce qu'on sait qu'un adolescent n'a pas sa langue dans sa poche? Non, d'abord parce que on l'a pas baissé à ce point-là. Encore une fois, le basique plus un tout petit peu superflu, on a continué à le faire parce qu'encore une fois, moi je ne nie absolument pas ça. Moi, j'ai eu quand même l'avantage d'avoir une première vie qui m'a permis de bien gagner ma vie. Vous voyez, j'avais par exemple pas de dette. Pour moi, c'est très important. J'avais aucune dette, j'avais aucun emprunt. Donc, je savais que j'avais pas cette contrainte-là. Et puis, une épargne qui me permettait de vraiment vivre correctement sans revenus ou avec très peu de revenus. Donc, je pense pas il n'y a pas eu une modification majeure du train de vie, au moins vu des enfants. Non, leur interrogation, c'était plus quelle est la logique de tout ça. Comme je le dis souvent, qu'est-ce que je dis quand on me demande ce que fait mon père? Est-ce que il est étudiant? C'est quand même curieux que ton père soit étudiant, toi t'as 15 ans. Et donc c'était presque comment se positionner vis-à-vis des autres, parce que c'est des âges auxquels on n'aime pas forcément être trop différent. Mais bon, ça c'était pas très important. Non, on n'a pas. Mais encore une fois, moi j'ai eu cet avantage de pas avoir tout d'un coup à vendre notre appartement pour vivre dans un 2 pièces au 5e étage sans ascenseur. Donc la vie quotidienne n'a pas changé. Il y a des choses qu'on a moins fait, il y a des choses que moi j'ai moins dépensé. Mais je pense que si on a vraiment envie de faire un mouvement comme celui-là, il faut vraiment, je pense, presque comme dans une entreprise, faire une analyse de ses coûts, bien sûr. exactement, et voir qu'est-ce qu'on peut diminuer, jusqu'où on peut aller. Mais la contrepartie, c'est le bonheur de faire quelque chose qu'on aime. Donc ça peut justifier. Et puis ça nourrit plus aussi. Enfin, moi je sais que au moment où j'étais au chômage, il y a un moment forcément on gagne. Enfin, moi je gagne encore moins que ce que je gagnais à l'époque. Mais finalement, j'ai des besoins différents parce que comme en effet, je suis bien avec moi-même, j'ai moins besoin de faire du shopping. Enfin, oui, c'est ça. On a des besoins, le cerveau est bien fait en fait et du coup. Ouais. Et on s'aperçoit qu'il y a aussi beaucoup de choses. Encore une fois, quand on a peu de temps et beaucoup d'argent, on le dépense vraiment pas bien. Hein. Et donc, quand on a plus de temps, plus de recul et un budget inférieur, on n'est pas forcément plus malheureux. Encore une fois, si on descend pas en dessous d'un certain niveau, parce qu'il faut pas. Là, on parle de niveaux qui sont quand même significatifs. Mais ce frein qui est souvent mis en avant en disant oh là là, mais comment je vais faire en gagnant beaucoup moins d'argent, je pense qu'on le surestime souvent. Il faut le rationaliser, c'est-à-dire il faut le mettre sur une. Après, il y a les études des enfants, il y a plein de choses. Enfin, tout ça, ça s'intègre.
et en déduire ce que l'on peut faire. Mais c'est pour ça mon premier point pour moi le plus important. Si c'est un besoin un peu irrépressible, on trouve des solutions pour tous les autres. Clairement. C'est ça la magie de notre cerveau. Hein. C'est que, en fait, à partir du moment où on est convaincu, on trouvera toujours une solution pour y arriver. Exactement. Comment vous écoutez votre intuition ? Je l'ai pendant longtemps assez peu écouté parce que j'étais vraiment quelqu'un de très rationnel et je l'écoute de plus en plus. Même si dans certaines situations je m'en méfie un peu, mais je suis passé d'un zéro écoute à beaucoup plus d'écoute. Vous savez, je crois que l'intuition est très utile quand elle vous permet de prendre une décision sur des situations que vous connaissez. Il y a toute une théorie là-dessus, que l'intuition, en fait, c'est un raisonnement ultra rapide. C'est-à-dire qu'en fait, votre intuition, c'est parce que vous affrontez une situation que vous avez déjà connue et donc vous avez l'impression qu'il n'y a pas de réflexion. En fait, il y en a une, mais qui est presque déjà programmée. Là où il y a un vrai débat, et moi j'ai lu des bouquins passionnants là-dessus, c'est faire confiance à son intuition sur un sujet nouveau. Et beaucoup de gens vous disent qu'il faut surtout pas le faire. Parce que justement, cette espèce de décision automatique d'algorithme qui passe pour de l'intuition n'existe pas. Et donc après, je pense que ça, c'est par exemple vrai dans quelques décisions d'entreprise. Je sais pas, tiens, on a un projet d'acquisition. Je vois cette entreprise, paraît-il, serait susceptible de. J'ai l'intuition qu'il faut l'acheter. Je pense que ça, c'est une très mauvaise intuition, parce que là, il y a quand même une part de rationnel et il faut mettre du rationnel derrière ça. Sauf si c'est la 5e acquisition que vous faites et que vous avez identifié les critères de succès. Et en fait, ce que vous appelez intuition, c'est un raisonnement instantané qui réutilise votre raisonnement passé. Après, vous avez ce qui est, moi j'appelle même pas ça de l'intuition, moi j'appelle ça des pulsions, c'est des choses qui s'imposent à vous. Hein, et ça, pour le coup, il faut les écouter. Mais pour moi, c'est au-delà de l'intuition. C'est quand moi j'ai senti qu'il fallait que je change de vie. C'est pas une intuition, c'est une pulsion. C'est ça s'impose. Hein, c'est même pas, vous n'avez même pas le choix. C'est pas négociable. C'est pas négociable, exactement. Comment vous célébrez vos réussites ? Je suis en train de réfléchir à des réussites récentes, par exemple dans mon métier, sur des résultats que j'ai trouvés extraordinaires. J'aime bien en parler avec ceux qui sont autour de moi. J'aime bien assez classiquement boire un bon verre de vin. J'aime faire autre chose, m'asseoir dans un café et profiter du succès. Oui, c'est vraiment ça. C'est peut-être ce que je fais le plus. C'est tout d'un coup de dire, je me pose, je me relance pas dans un autre dossier, c'est super, j'en profite, j'en profite. Donc j'en profite personnellement et j'essaye d'en faire profiter les gens autour de moi. C'est génial parce que il y a peu de personnes qui savent prendre ce temps. Ah oui? C'est quoi pour vous la réussite? Moi, je dirais c'est être en phase avec soi-même. C'est sûrement ça. C'est-à-dire que c'est pas avoir X mètres carrés, X enfants, X millions d'euros. C'est se sentir en phase avec soi-même, ce qui est très difficile. Hein. C'est pour ça que la réussite c'est assez exceptionnel. Parce que ça suppose déjà de bien se connaître soi-même. C'est le fameux connais-toi toi-même qui prend énormément de temps. Donc c'est certainement ça, c'est tout d'un coup être aligné. C'est-à-dire, je fais quelque chose qui me correspond et cette espèce de sentiment d'accord parfait qui est assez rare. À quel moment dans votre vie vous vous êtes dit pourquoi pas moi? Pas si souvent que ça, parce que justement moi j'ai ou peut-être, mais je ne sais pas si c'est dans la même acception quand j'ai décidé de devenir avocat. Mais par exemple, je me suis jamais dit pourquoi pas moi, directeur général de Capgemini France, parce que comme je vous l'ai expliqué, je ne l'imaginais pas. C'est quelqu'un qui m'a tiré. Et donc professionnellement, je me suis jamais, je crois, m'être jamais dit
par rapport à des responsabilités que je n'avais pas, ou disons j'ai pas eu le temps de le faire puisque on me les a proposées peut-être avant que je me dise tiens maintenant je me sens prêt. Donc et à la limite vous voyez par exemple cette plaidoirie, je me suis pas dit quand j'ai vu les gens commencer à plaider pourquoi pas moi. Je me suis dit et c'est parce que on me l'a proposé que finalement j'y suis allé. Le pourquoi pas moi. Peut-être, mais c'est peut-être pas la même, encore une fois, la même exception, c'est quand je me suis dit, pourquoi pas moi, avocat? Qu'est-ce que vous pensez que le petit François de 6 ans dirait si vous le voyez aujourd'hui? Je pense qu'il serait plus admiratif que s'il m'avait vu il y a 15 ans. Je pense que l'image probablement que j'avais de quelqu'un qui réussit, c'est plus l'image de l'avocat que l'image du dirigeant d'entreprise. Je pense que, comme je le disais tout à l'heure, cette image un peu romantique de l'avocat, certainement, le petit garçon de 6 ans, il avait un peu ces images-là, l'image des... Il y a un côté plus héroïque dans l'avocat pénaliste que dans peut-être discutable d'ailleurs, hein, que dans le dirigeant d'entreprise. Donc je pense que le petit garçon serait plus impressionné par ce que je suis aujourd'hui que par ce que j'étais il y a 15 ans. Dans la vie, on dit que quand on fait des choix, on fait des renoncements. C'est quoi, du coup, vos renoncements à vous en devenant avocat? J'ai pas renoncé à grand chose. Effectivement, je pense que faire des choix, par définition, c'est renoncer à autre chose. Mais là, pour le coup, vous voyez, c'est typiquement, j'aurais pu dire que rentrer chez IBM, c'était renoncer à être écrivain, ce qui était un journaliste, avocat, parce que c'était une voie qui était plus sûre, plus confortable, plus rationnelle. Là aujourd'hui, justement, j'ai renoncé à ce que je ne voulais plus faire pour décider pour faire ce que je voulais faire. Donc j'ai pas renoncé à grand chose, non. Moi vraiment, vous me prenez à un moment où j'ai le sentiment de m'être aligné. Donc certes j'ai renoncé à plein d'autres choses, mais le terme renoncer ne correspond pas à ça. Ouais. C'est quoi la plus grande difficulté que vous ayez eu à traverser? Je pense que le moment peut-être, c'est marrant parce que c'est à la fois le plus dur et le meilleur, c'est quand j'ai quitté Steria, puisque j'ai quitté sur un conflit. J'ai quitté parce que mon patron m'a dit on peut pas continuer à travailler comme ça. On n'est pas en phase. Et moi je suis le président, donc c'est toi qui pars. Donc il y a un côté, c'est ça aussi. C'est un échec, hein, même si encore une fois cet échec m'a ouvert tout le bonheur dans lequel je suis aujourd'hui. Et c'est pour ça que je me dis quelquefois, je me demande si je l'ai pas provoqué pour m'obliger à ne pas pouvoir continuer. Mais on vit ça forcément comme un moment difficile, parce qu'on n'aime pas que quelqu'un vous dise il faut que tu partes. Hein. Et instantanément, quasiment, je me suis dit mais voilà, maintenant je peux y aller. Maintenant il faut que j'y aille. Donc, mais c'est peut-être voilà, c'est peut-être le moment qui m'a le plus marqué professionnellement. Ouais. C'est quoi vos plus grandes peurs, du coup, à travers toute cette reconversion professionnelle? Sur l'aspect reconversion professionnelle, j'ai plein de peurs, parce que sinon il faudrait être très prétentieux. C'est que ça continue à marcher, c'est que d'arriver à bien recruter, moi, c'est une de mes obsessions pour avoir une belle équipe. C'est tout ça. Mais je dirais pour moi c'est des peurs de deuxième ordre. Donc non, moi j'ai pas professionnellement, ma peur c'est de ne pas arriver à faire tout ce que je pourrais faire parce que je n'ai pas réussi à bien structurer cette équipe. Après j'ai des peurs plus personnelles qui sont des peurs liées à ma santé, qui est liée au fait que est-ce que j'arriverai à continuer à travailler encore longtemps, parce que moi je ne me vois pas m'arrêter. Bon, la retraite ça a aucun sens, hein, donc mais est-ce que je serai capable de le faire physiquement, intellectuellement? Ça m'angoisse plus. Ouais. De quoi vous êtes le plus fier aujourd'hui? Je pense que ce dont je suis le plus fier, c'est finalement d'être allé au bout de mes rêves, au bout de mes passions, c'est-à-dire de pas avoir pour le coup renoncé. Voilà, j'ai pris des risques, j'ai le sentiment d'avoir bien fait de les prendre.
Et c'est clair que quand je vois aujourd'hui ce que j'ai réussi à faire dans ce nouveau métier que je ne connaissais pas, que j'étais totalement incapable de faire il y a 15 ans, et finalement d'y arriver, d'avoir quand même une belle activité, ça c'est quelque chose, c'est vrai que de temps en temps je me dis, vraiment je ne pensais pas y arriver comme ça, hein. J'étais absolument pas, je pensais que je pouvais, même si j'aurais pu peut-être y passer plus de temps pour y arriver, devenir avocat. Mais devenir avocat et finalement arriver à avoir une vraie activité, des vrais dossiers, de recruter des gens de qualité, je ne pensais pas y arriver comme ça. C'est mieux que ce que j'imaginais. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à une personne que vous croiseriez là, qui vous dirait « Ah, mais en fait, toi, t'en es là uniquement que grâce à de la chance ». J'ai toujours pensé que la chance était un facteur important, tout un débat sur ce qu'est la chance, mais c'est un des sujets qui m'obsède, ça, le côté, parce que j'ai l'impression d'avoir eu beaucoup de chance. J'ai vraiment eu l'impression d'avoir eu beaucoup de chance dans toute ma vie, hein. Mais est-ce que c'est parce que j'ai saisi des choses que les autres auraient pu saisir, mais moi je les ai saisies? Je sais pas. Je pense que ça n'est pas que ça, hein. On me dit souvent ça, mais je crois que ça n'est pas que ça. Il y a aussi des vraies chances, c'est-à-dire des hasards qui font que. Pourquoi je rentre dans ce cabinet, enfin c'est le seul qui me prend comme stagiaire, et à ce dossier qui me passionne et ensuite me donne l'opportunité de le plaider. J'ai un article dans Le Monde, tout ça, on peut dire quand même, si je n'étais pas rentré dans ce cabinet, alors peut-être que j'aurais vécu la même chose ailleurs sur d'autres trucs, j'en sais rien. Peut-être que d'autres auraient pas travaillé comme j'ai travaillé ce dossier, peut-être d'autres auraient pas accepté de plaider alors que j'ai accepté de plaider. Donc c'est là où il y a une opportunité qui passe, on la prend ou on la prend pas, mais il faut qu'elle passe. Si elle passe pas, vous pouvez pas. On peut pas sauter dessus, ouais. Exactement. Donc, je pense que la chance est j'ai l'impression, mais on pourra discuter des heures sur ce qu'est la chance, mais j'ai l'impression que la chance est un facteur, mais c'est pas le seul. C'est encore une fois la capacité à saisir l'opportunité et à la réussir, parce que ça peut être aussi un facteur d'échec. La bonne opportunité, la chance qui vous apporte la bonne opportunité peut aussi vous détruire parce que vous la saisissez mal et vous réussissez pas. C'était le seul cabinet du coup qui avait accepté de vous prendre Oui, j'arrivais pas à trouver de stage. Moi, c'était une de mes grandes angoisses, hein, parce que tout ça. Après, quand on regarde a posteriori, tout est bien aligné, mais quand on le regarde de façon microscopique, c'est fait de haut et de bas, avec des bas très profonds, et notamment ce sentiment tout d'un coup que je n'arriverais pas à trouver de stage. Et c'est une étape indispensable. Vous ne pouvez pas devenir avocat si vous n'avez pas fait 6 mois de stage dans un cabinet d'avocat. Et j'en étais à me dire, mais effectivement, mon profil est tellement particulier que les cabinets ne me prendront pas en stage. Et donc c'est là aussi, hein, c'est la chance, ou je sais pas, enfin je l'ai un peu provoqué parce que j'ai dit à un de mes profs à l'école d'avocat, est-ce qu'il pouvait m'aider à me mettre en contact, parce que moi j'écrivais des lettres et personne me répondait. Moi je connaissais pas non plus très bien ce milieu-là, en plus j'étais pas de Marseille, donc je commençais à me dire je vais pas y arriver. Et puis effectivement un contact a été pris, enfin quelqu'un a appelé, un de mes profs a appelé Christophe Basse en lui disant voilà, est-ce que tu pourrais le recevoir, ce pauvre gars, il n'a pas de stage. Et comme je dis souvent, quand il m'a reçu, il m'a dit je vous reçois, mais vous savez, je prends pas de stagiaire. Donc je me suis dit voilà, j'ai un seul entretien et finalement cet entretien ne peut pas déboucher. Et 1 heure après, il me prenait en stage. Et c'est pour ça que je dis dans les conseils que je donne quand on me les demande sur à la fois ça peut être des enfants d'amis qui cherchent du boulot ou des gens qui ont 50 ans il faut créer des contacts. C'est le contact qui crée souvent l'opportunité. Un papier, un courrier, un mail, un machin, un SMS, et ça va pas. C'est un moment, il faut être en face de quelqu'un, idéalement en vrai, vraiment en face. Même, je pense que je sais pas si la visio permettrait de faire ça, peut-être, mais là c'est l'exemple type d'une situation qui s'est renversée en 1 heure parce que
au-delà du papier, reçois-le, bon, il a 50 ans, mais bon, et voilà. Tout d'un coup, il s'est dit, au bout d'une heure, mais finalement, c'est pas du tout inintéressant. Il peut m'apporter quelque chose. Il peut m'apporter quelque chose. Et puis le fait de le voir, de l'entendre parler, de la façon dont il répond, c'est ce qu'il y a dans ses yeux, ce qu'il y a, ça, l'énergie, tout ça. Voilà, ça c'est des choses que. Donc moi je pense qu'il faut vraiment multiplier les contacts, ce que je dis toujours. Au pire, ça sert à rien. Au pire, vous avez perdu une demi-heure, lui aussi. Mais quelquefois, et par ailleurs, mon expérience, c'est que c'est pas toujours les contacts dont on attend le plus qui apportent le plus. C'est quelquefois le contact, on dit ça y est, j'ai un rendez-vous avec le DRH de la boîte dans laquelle je rêve de bosser, il se passe rien. Et puis bon, tiens, il y a le DG de telle boîte qui veut me voir. Et puis tout d'un coup, il dit mais c'est super, ce gars est top, sa boîte est top. Et donc il faut pas négliger. Moi, je pense qu'il faut multiplier les contacts. Un contact peut en générer un autre. Donc je vous ai vu, mais moi j'ai rien à vous proposer. Mais alors je pense à un tel, allez-y. Voilà, donc c'est donc j'ai eu beaucoup de mal à trouver un stage, mais finalement j'ai trouvé le stage. Ça, c'est ce que le conseil que vous donnez là de multiplier les contacts, c'est quelque chose qui revient souvent dans le podcast. Je pense notamment à Rosemary Ducotte, je sais pas si vous voyez qui c'est. Elle a créé Change Now, qui est qui est un peu l'exposition universelle de toutes les solutions pour changer le monde qu'elle a créé avec son mari. Elles ont lancé ça à Station F, un truc tout petit. Aujourd'hui, c'est au Grand Palais, donc vraiment un truc assez exceptionnel. Et c'est ce qu'elle disait. Elle disait exactement comme vous, à savoir que parfois on attend d'une rencontre un truc extraordinaire et en fait c'est un flop. On apprend quand même des choses, mais bon, c'est quand même le flop. Et de la petite rencontre de la personne qu'on n'imagine pas naissent de grandes choses. Exactement. Donc il faut tout tenter. Et puis après on fait le tri. C'est ça. Et puis même on dit aussi en développement personnel que quand on tombe, si vous me permettez l'expression, sur un con, ça nous permet quand même de faire un miroir et d'apprendre des choses sur soi. Donc c'est pas inutile. Ouais. C'est ça. D'ailleurs, en parlant de conseils, quel est le conseil que vous auriez aimé recevoir et que du coup vous aimeriez donner aujourd'hui ? Moi, je pense, oui, c'est vrai, celui-là, je l'ai pas eu. Je pense qu'il faut pas s'enferrer dans des situations dans lesquelles on n'est pas heureux. C'est-à-dire que je pense que moi, à mon âge, je suis entouré de gens qui ont mon âge et qui dépriment. Moi, je suis entouré de gens qui ont entre 55 et 60 ans, qui m'expliquent que voilà, là, ils sont dans on les a mis vraiment sur la touche, on les écoute plus, que cette boîte est foutue, que les managers ils comprennent rien, et donc ils passent leur temps à expliquer que tout va mal, mais qu'ils font rien. Donc, et au bout d'un moment, vous avez même plus le gaz pour changer. Donc, je pense que il y a un niveau au-delà duquel il faut se dire que ça ne peut plus durer. Alors, il faut pas non plus se dire que dès que quelque chose va pas, il faut changer, parce que la vie et tout, c'est pas Disneyland. Il y a des moments difficiles et c'est normal qu'il y ait des moments difficiles, mais il faut arriver à détecter le moment où ça n'est plus possible. Donc, il faut changer. Donc, c'est ce capteur-là qui est important. Et c'est pas normal d'être à 80% malheureux dans ce qu'on fait. C'est pas normal. Et à ce moment-là, il faut se dire que si c'est pas l'environnement qui change, ça c'est difficile. C'est à soi de changer. Et voilà un conseil que moi je n'ai pas eu, que j'ai un peu appliqué à la fin. Mais encore une fois, je l'ai appliqué, c'est assez amusant, je l'ai appliqué un peu contraint de l'appliquer, puisque je me suis retrouvé dehors. Mais ça aussi, c'est un trait de la vie. On voit très souvent qu'on change vraiment quand la crise survient. C'est ça qui est terrible. Moi, je l'ai vu dans l'entreprise. On sait que telle activité va décroître parce que c'est écrit, mais tout va bien. Et déjà, souvent, avant qu'elles décroissent, elles génèrent énormément de profits. Donc, tout va bien. Et donc, pourquoi changer? Puis, quand on est au bord du précipice, à ce moment-là, il faut changer. Mais ça aurait été plus simple de changer quand on avait les moyens de changer. Ça, c'est vrai aussi bien au niveau d'une entreprise que d'un pays. On le voit aujourd'hui. On prend des décisions qu'on n'aurait jamais prises s'il n'y avait pas eu de guerre, s'il n'y avait pas eu d'épidémie. Enfin, c'est incroyable, de relocaliser une industrie. Ça sont des choses que tout le monde pouvait bien voir. Mais personne ne faisait rien parce qu'on se disait, puisque tout va bien. Donc et au niveau individuel, c'est pareil. Donc je pense que
il faut détecter le moment où on peut prendre l'initiative de le faire, en se disant peut-être qu'un jour, mais ça risque d'être trop tard, vous n'aurez plus le choix. Quand je pense à ces gens qui n'ont plus peut-être encore, même si je pense qu'on peut changer à tout âge, mais qui ont peut-être plus le gaz pour le faire, ça risque d'être un peu tard, quoi. Ouais. Même si au final, je pense que quand on arrive vraiment à être, enfin, je vois depuis l'entendement de Pourquoi pas moi, du coup, j'ai créé le podcast et puis après, à force d'écouter toutes les personnes comme vous qui disent qu'elles sont à leur place, alignées, je me suis dit comment on fait pour être comme elles. Et j'ai créé un bilan de compétences avec une approche très très différente de ce qui se fait traditionnellement. Et j'ai beaucoup de personnes qui me disent qu'elles étaient en dépression ou limite en dépression, qui avaient plus d'élan vital. Et à partir du moment où elles ont trouvé justement leur why, le pourquoi elles sont là, pourquoi elles ont envie de se lever le matin, en fait, ça leur fait l'envie, en fait, elle revient, elle renaît, parce qu'en fait, le problème, c'est que souvent, les personnes, en fait, ils ont plus envie, mais ils savent pas, en fait, vers quoi, ils savent pas qui ils sont, donc ils savent pas ce qui leur donne envie. Et donc, du coup, quand on sait pas, en fait, en quoi on a envie, parce qu'on est tellement dans notre roue de hamster, que du coup, en fait, on se dit, mais, ok, moi, je sais que ça va pas, mais je sais pas, je sais pas vers quoi. Et en fait, quand on a trouvé son truc, c'est là où les ailes, elles repoussent, en fait. Oui, c'est très juste. C'est très juste. Très souvent, ces gens, effectivement, ils se plaignent de ce qu'ils font, mais ils ne savent pas ce qu'ils pourraient faire d'autre, quoi. C'est ça. Et alors peut-être que ils n'ont pas d'autres, mais à ce moment-là, il faut qu'ils trouvent dans leur environnement actuel quelque chose qui les remette en phase avec eux-mêmes. Mais il faut en fait, il faut la clé, c'est d'arriver vraiment à se reconnecter avec qui ils sont vraiment. Oui. Parfois, moi, je sais que dans toute ma reconstruction post-burnout, je me suis rendu compte que je ne me connaissais pas, en fait. Et du coup, vraiment de se dire, qui suis-je? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Et puis, en voiture Simone. Ouais, non, tout à fait. Mais c'est vrai, c'est le connais-toi toi-même. C'est le fameux. Et quel est le meilleur conseil qu'on vous ait donné? Moi, je pense peut-être le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est de faire confiance à alors moi j'appelle ça pulsion, intuition, c'est-à-dire d'éviter d'être ce que l'on pense que l'on devrait être, ce que l'on pense que les autres aimeraient qu'on soit, c'est-à-dire essayer de raisonner par soi-même plutôt que comme le miroir des autres. Parce que j'ai beaucoup fonctionné comme ça, je peux encore un peu fonctionner comme ça. C'est ça, c'est de s'écouter vraiment soi-même, de pas raisonner en fonction des autres, et donc d'accepter ce qu'on est aussi, c'est-à-dire d'accepter que peut-être qu'on a des envies qui sont moins valorisées que d'autres, mais c'est les siennes, et à ce moment-là, il faut les écouter. C'est ça, c'est se rapprocher de ce que je suis. Alors que moi, j'étais vraiment je suis parti dans une trajectoire très calquée sur un modèle de réussite qui n'était pas forcément ce qui correspondait à ce que j'étais. C'est quoi vos prochains défis? Moi, j'aimerais, quand j'ai créé ce cabinet avec mon associé Christophe Basse, je lui disais que notre vision, ça doit être d'être un des cabinets de référence en France sur notre domaine. C'est-à-dire que moi, j'aimerais qu'on soit pas le plus gros, on ne le sera jamais, puis c'est pas du tout mon objectif, mais un cabinet qui compte, un cabinet qu'on écoute, un cabinet qu'on consulte quand il y a une affaire nouvelle ou à une nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation. Qu'est-ce qu'en pense le cabinet Basse-Mazon? Enfin, c'est ça un peu mon objectif, c'est une espèce d'autorité, de compétence et d'expérience, beaucoup plus qu'une question de taille ou parce que pour moi, ça serait vraiment la réussite de notre cabinet, ce serait ça, avec tout ce qui peut aller avec, c'est-à-dire un cabinet dans lequel les jeunes élèves avocats rêvent de travailler ou rêvent de faire leur stage, les clients rêvent de les avoir comme avocats. C'est une image à la fois de qualité, de sérieux, de visionnaire, de professionnalisme. Ça, professionnellement, c'est vraiment ça. Et puis de pouvoir peut-être à ce moment-là léguer ça, céder ça, partir en ayant créé ça. Parce que encore une fois, moi, je peux pas me dire que je vais travailler 50 ans. Donc. Et qu'est-ce qui vous a amené à Marseille d'ailleurs? La mer. Moi,
je dis souvent que j'avais 3 rêves quand j'avais 30 ans. Peut-être, je me dis, j'avais 3 rêves que je voulais réaliser avant d'avoir 50 ans, qui était devenir avocat, hein, ça a toujours été un rêve au fond de ma tête, traverser l'Atlantique à la voile et habiter sur la mer. C'est vraiment le côté j'ouvre mes volets et j'ai en face de moi la mer. Et donc voilà, j'ai fait les 3. Et Marseille, c'est vraiment être sur la mer. Il y a d'autres endroits en France où on peut être sur la mer, mais en plus, j'adore la Méditerranée, cette mer. Je la trouve absolument magnifique avec toute son histoire, tous les pays qui l'entourent, et puis le climat, hein, qui est quand même pour moi pas du tout neutre. La lumière est quelque chose qui me fait du bien. Et puis j'adore cette ville. Je trouve que cette ville est une merveille. Moi, cette ville monde. Moi, j'adore le foot. Je suis abonné au Stade Vélodrome. Chaque fois que j'y vais, j'étais encore dimanche. Match magnifique. On a battu Nice. Il y avait une ambiance. Mais c'est des moments exceptionnels qui sont des moments du Sud et qui sont des moments de Marseille. C'est-à-dire que Marseille, dans le Sud, c'est encore autre chose. Je crois qu'il n'y a rien qui ressemble à Marseille. C'est un peu une expat. Quand tout le monde me dit, t'as déjà fait une expat? Alors non, mais je vis à Marseille. C'est un peu. C'est une ville. Je pense qu'il n'y a pas d'équivalent. Il y a vraiment, elle a à la fois par sa taille, sa surface, par sa géographie, par sa population, par son histoire. C'est une ville vraiment incroyable. Alors, on aime ou on n'aime pas, mais moi j'adore. Et j'aime ce côté aussi du Sud spontané. Les gens se parlent. Moi, j'ai habité Paris très longtemps. L'autre jour encore, j'étais au café. Une femme à côté de moi, tout d'un coup, elle commençait à prendre. Ça arrive. Enfin, c'est tout ça parce que le serveur dit, vous voulez toujours un café maître. Elle me dit, alors vous êtes maître Yoda. Et puis on est parti là-dessus. Voilà. Mais je trouve ça génial. Et je pense que voilà, moi j'aime ça et j'aime aussi ce côté ville-monde. C'est-à-dire, c'est une ville-monde. Et je pense que c'est comme ça que le monde devrait être. Donc, moi, j'ai vraiment une vision assez différente d'autres personnes sur ce qu'est la France. Et pour moi, Marseille, c'est la France. Et c'est la France que j'aime. Et voilà, donc voilà pourquoi je suis à Marseille. Et vous disiez, vous avez traversé l'Atlantique à la voile? Oui, c'était un de mes rêves. Oui, j'ai eu là aussi par chance un de mes amis qui avait prévu de le faire avec un petit équipage. On était 5. Et juste, alors il avait prévu ça depuis très longtemps, plusieurs années, et juste avant de partir, je crois qu'il y a un des coéquipiers qui, pour des raisons, je crois médicales, ne pouvait pas partir. Et donc il m'a appelé et je lui ai dit, écoute, ça tombe parfaitement bien parce que je peux le faire. C'était juste avant que je prête serment, j'avais fini les études d'avocat et je prêtais serment en janvier. On est parti en décembre. Et donc voilà, j'ai fait ça, ce qui était c'est une super expérience. Et c'était aussi bien que dans vos rêves? Ah ouais, c'était encore mieux. Ouais, c'était vraiment extraordinaire. C'est une super expérience. Et là aussi, j'allais dire tout s'est bien passé. On a traversé sur un seul bord. On est arrivé à la Barbade et ensuite en Martinique. On s'est baigné au milieu de l'Atlantique. On a pêché. Et puis il y avait surtout un bon vent. Et puis c'est la voile. C'est-à-dire que vous faites des quarts seul la nuit. Enfin, moi, c'est des très grands souvenirs d'être tout seul au milieu de l'Atlantique. Il y a toutes les étoiles, puisque là, il n'y a pas de lumière extérieure. Et ce bateau qui avance tout seul, vous écoutez de la musique, vous écoutez rien, vous écrivez, vous regardez les étoiles. C'est des moments, c'était des moments vraiment très très rares. Hein. Donc j'ai réalisé ces 3 rêves là. Génial. Vous savez, il y a une phrase que j'aime bien qui dit les hommes deviennent vieux quand leurs regrets remplacent leurs rêves. Et ça, je crois beaucoup à ça. C'est-à-dire, je pense que si on a des rêves, il faut y aller. Quitte à pas arriver au bout, mais de pas essayer, c'est la pire des choses. Donc de vivre toute sa vie en se disant, et c'est ce que dit cette phrase, de dire toute sa vie, je regrette de pas avoir essayé d'être avocat. Je regrette ça, c'est terrible. Vous mourrez, c'est dépressif. Donc je pense que quand on a des rêves, il faut essayer de les réaliser. Voilà. Et pour peut-être s'apercevoir que c'était pas ça, mais au moins vous l'avez essayé. C'est sûr. À qui avez-vous dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte? Oh, mais toujours, hein, ça va faire, c'est comme aux Oscars, on remercie tout le monde. Non, il y a plein de gens. C'est forcément mes parents, parce que voilà, je ne serais pas là s'ils n'existaient pas. Et
et j'ai une relation très 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 particulière avec eux. Ma femme, parce que c'est pareil, hein, c'est des choix de vie. On se rend pas compte à quel point les décisions qu'on prend soi-même, quand on implique d'autres, les autres ont un rôle fondamental. Je vous disais tout à l'heure cette notion de camp de base et cette notion de gens qui vous soutiennent, qui vous critiquent pas, qui vous remontent le moral quand vous en avez besoin. C'est des choses fondamentales. J'ai une femme avec qui m'a beaucoup suivi, qui me suit encore, qui est un peu une coach d'entreprise, qui a beaucoup compté pour moi et qui m'a vraiment donné des impulsions ou confirmé quand j'en avais besoin. Voilà, c'est ce type d'entourage. Christophe Bass, hein, qui encore une fois a eu l'audace de me prendre en stage alors que personne voulait le faire. Et s'il l'avait pas fait, c'est pareil. Moi, je parle de chance. Peut-être que j'aurais trouvé une autre. J'en sais rien. Mais ça, ça ne pouvait pas être mieux. Je vois pas ce qui aurait pu être mieux pour moi que de faire ce stage avec lui, qui est maintenant mon associé, qui est un avocat exceptionnel. Ce procès PIP. Enfin, voilà. Je pense à eux. Oui. Merci beaucoup. Merci. J'espère de tout cœur que ce nouvel épisode vous aura plu. Quel bonheur de retrouver un invité en face à face. Si le podcast vous plaît, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et laissez un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Je vous donne rendez-vous demain dans la newsletter de Pourquoi pas moi et dans 15 jours avec un nouvel homme exceptionnel, de basketteur à chef 3 étoiles.